C'est une bonne situation, ça, Scribe. You talking to me? What's your name? On m'appelle Garance. Why you so ornery? You miss me? Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais moi le cinéma français a manqué follement. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Nage droit devant toi, nage droit devant toi. This is not a joke. Harry Potter is dead! Ravi de vous retrouver pour la 10e déjà de l'émission était presque parfaite, votre divertissement sur le cinéma. Alors je vous le dis, on avait enregistré déjà cette 10e émission, sauf qu'il y a eu plein de bugs empêchant sa diffusion, alors on le refait et on a actualisé du coup les nouveaux films, on a ajouté des films, on en a changé, on a aussi changé les jeux pour les chroniqueurs pour pas qu'ils refassent les mêmes que la dernière fois, donc vous allez voir c'est plein de nouveautés. Et d'ailleurs pour cette 10e, on a voulu un peu marquer le coup avec une émission un peu spéciale dont je vous reparle dans un instant. Au programme du jour, la critique de 3 films dont Mon Inconnu, le dernier long métrage d'Hugo Gélin avec François Civil et Joséphine Japy, mais aussi le film allemand Le Vent de la Liberté et enfin Dumbo réalisé par Tim Burton. Pour cette 10e, donc je vous propose de découvrir les goûts des chroniqueurs, quels sont les films qui les font rire, qui les font pleurer, qui les motivent. On va découvrir ça tous ensemble tout à l'heure à la place d'un débat. Nous lancerons aussi le 9e concours avec toujours à gagner 2 places pour la Cinémathèque ainsi qu'un mois d'abonnement à la Cinétech, notre partenaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Cinétech, c'est un site de VOD proposant des films conseillés par de grands réalisateurs. Nous dévoilerons aussi le nom du ou de la gagnante du précédent concours et on terminera avec le traditionnel blind test qui sera aussi un grand moment de l'émission. Je vais sans plus tarder d'ailleurs présenter les chroniqueurs de cette émission avec un petit nouveau. Il a été assistant réalisateur d'Alexandre Astier sur la série Kaamelott, s'est ensuite redirigé vers le milieu de la télévision. Aujourd'hui producteur artistique, il était récemment sur les victoires de la musique et s'apprête à travailler sur le festival de Cannes. Dans son dos, dans les coulisses de Canal+, on dit de lui qu'il est un Michel Drucker en puissance, et c'est vrai qu'il y a des ressemblances, et il a fait du stand-up, il est très drôle, toujours pertinent, malin, très intelligent, et si je le présente avec autant de compliments, c'est surtout que je me dis qu'il vaut mieux se le mettre dans la poche si on veut espérer un jour adapter l'émission était presque parfaite à la télévision. Accueillons Florian Guillot. Bonsoir. Bonsoir, on t'accueille pour la 2e fois, puisqu'on a déjà enregistré cette émission. Oui, je suis ravi de revenir. Je trouve que la présentation est bien mieux écrite, je te félicite, c'est super. Que la première fois. Bon, exactement, sauf si l'allusion à Michel Drucker c'est par rapport à l'âge, et dans ce cas-là on se retrouve à la sortie, et je te frappe. Il n'y a rien concernant l'âge, il n'y a que le talent. Ouais, c'est très gentil. Non, c'est très gentil, et pourquoi pas adapter à la télévision, je vous le souhaite. Ou faire un podcast peut-être un jour filmé, créer une chaîne YouTube. On va se lancer. Oh là, comme on nous flatte. Non mais je vous le souhaite, et vous avez beaucoup de talent, je vous écoute tout le temps, et j'espère que ça arrivera. Oh là là, mon Dieu, mais vous avez chaud ou pas? Et bien justement, cette chroniqueuse que vous entendez parler, je vais m'excuser auprès d'elle parce que je l'ai présentée pendant des semaines comme une psychopathe et je me suis rendu compte qu'elle était juste très sensible parce qu'en effet tout à l'heure elle a juste éternué, je lui ai dit à tes souhaits, elle s'est mise à pleurer en me remerciant. En y repensant, c'est vrai qu'elle avait donné quelques indices sur sa sensibilité. J'ai vu Nicky Larson et le parfum de C'est Cupidon. pas du tout cet extrait-là. Ça c'était Louisa. Oh là là, mais c'est laborieux. C'est cet extrait-là. Bah, est-ce que j'ai besoin de le dire encore une fois, les gars? J'ai pleuré, bien entendu. Je pleure, voilà. J'ai pleuré, voilà, finalement. Là, tu parles de larmes aux yeux, mais moi j'ai pleuré encore, parce que je pleure toujours pendant les films. Ah oui. J'ai l'impression d'être vraiment la chialeuse de cette émission. Vous avez reconnu la sensible Louise Poitvin. Là je pleure. Et tu encore et toujours, je m'arrête pas en fait. On va découvrir, ne nous dis pas pour l'instant, est-ce que tu as pleuré dans les films dont on va parler dans cette émission? Gros suspense, ça va être un de nos gros trucs. En ce qui concerne la prochaine chroniqueuse suivante, elle est tellement anglophone qu'on se dit que même si le Brexit avait lieu, on aurait toujours un bout d'Angleterre avec nous. D'ailleurs, il se murmure dans les couloirs qu'elle serait la fille cachée de Maggie Smith et John Hurt. Elle serait donc bien... Elle serait donc... Non mais Maggie Smith, ok. Il n'y a pas de souci. Elle serait donc bien plus vieille qu'elle ne le prétend. Mais ça expliquerait bien des choses. D'abord, pourquoi elle boit toujours son thé toutes les 2 heures. Mais aussi pourquoi elle m'a demandé avant d'arriver où est-ce qu'elle pouvait garer son déambulateur. Et surtout, pourquoi alors qu'elle soufflait sur son thé pour le faire refroidir, ses dents supérieures sont tombées comme un seul bloc. Bonsoir messieurs, dames. Retrouvons Lady Paula à Fraison. Eh bah oui, bonsoir, avec plaisir. Tu nous avais caché tes origines. Ah bah oui, non mais en fait, moi j'avais un peu honte, tu vois, je me suis dit, ils vont tous découvrir que j'ai 95 ans, pas que dans ma tête, et en fait non, tu m'exposes un peu brutalement. Exposé au grand jour, mais on est content de te compter parmi les chroniqueurs de cette émission. Je tiens à dire que je trouve ça un peu scandaleux qu'il n'y ait pas d'ascenseur pour quelqu'un d'aussi âgé que moi, tu vois, parce que genre les 7 étages et sans déambulateur, c'est complexe. Oui, parce que l'émission est enregistrée au 7e étage sans ascenseur, précisons pour les chroniqueurs qui... On peut même donner l'adresse, hein, et le code d'entrée. Voilà.
Pour la dernière chroniqueuse, je l'avais déjà présenté la dernière fois, j'avais fait un truc très sophistiqué et du coup je me suis dit autant c'est Elsa, je spoil. Bonjour, Elsa. Oui. Donc autant le repasser ce que j'avais fait la dernière fois parce qu'en plus il s'était passé quelque chose de grave. Ça m'a traumatisé encore. On va réécouter. C'est sûr. Bon bah pour présenter la dernière chroniqueuse, je vais devoir recontextualiser ce qu'il s'est passé la dernière fois parce qu'il s'est passé quelque chose de grave qui l'a bouleversé. Je vais passer cet extrait. Ah, je peux. Chercheur Ronan. Voilà. Non, c'est pas Sir. Si. C'est Sir Chat. Chercheur Ronan. Tout le monde s'en fout. Tout à fait. Ah ta gueule. Depuis qu'elle s'est pris ce ta gueule, cette chroniqueuse n'est plus comme avant. Elle a perdu le goût à la vie. J'ai même croisé l'autre fois au Père-Lachaise, en train d'écouter du Céline Dion. Je suis allé la voir, j'ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle cherchait la tombe de De Gaulle. Je lui ai dit qu'il n'était pas enterré ici. Elle m'a répondu « Eh merde, je voulais discuter avec un grand homme, quelqu'un qui avait autant de caractère que moi avant. » Je lui ai dit « Mais pourquoi t'as plus de caractère? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a répondu « Oh, depuis que la Louisa m'a dit ta gueule, mon honneur a été bafoué. J'ai l'impression de ne plus être cette grande femme de la radio, cette taulière comme on m'appelait dans le temps. » Je lui ai alors répondu mais tu seras toujours la taulière. En coulisses, les chroniqueurs se cachent quand ils te voient passer. Ils ont peur. Certains t'appellent la Queen ou encore celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Là, elle m'a répondu « Ah, c'est vrai? Et puis oui, t'as raison. Je vais pas laisser ces petites merdes de chroniqueurs me déstabiliser. Je vais lui faire voir qui c'est la reine à l'autre bouffonne, soi-disant anglophone, la Paula. Et puis à l'autre fragile, Louise qui pleure dans tous les films. Alors celle-là, elle va se mettre à chialer rien qu'en me voyant. Et le nouveau chroniqueur, je le connais pas, mais je peux dire qu'il va vite savoir qui je suis. Vous aurez reconnu l'imitation impeccable d'Elsa Morel. Bonjour. Voilà, c'est la façon dont je t'ai... Voilà, c'était ton dernier bonjour, ça, c'est la façon J'aime bien dont parce que, en réécoutant, il y a Paula qui m'a regardé en mode t'as vraiment dit ça, genre. Non, mais c'est surtout que j'étais en train de me dire que je trouve que la présentation d'Elsa est de grande qualité, Aurélien. Mais c'est pour ça que je l'ai repassé, je me dis c'est quand même dommage que les autres... Ça change de celle de Paula, quoi, c'est sûr que... Écoutez, des fois on n'a pas d'inspiration. Mais Paula, c'est compliqué en fait parce que j'arrive pas à trouver d'autres trucs un peu. Tu n'es pas assez charismatique, Paula, je suis insaisissable. Voilà, c'est ça. Mais bon. Eh bien, continuons. Donc, je vous avais annoncé que cette 10e émission ne serait pas comme les autres. Et en effet, pour marquer le coup, en plus de l'émission, va se dérouler une véritable compétition avec un enjeu, marquer un maximum de points pour ne pas perdre, car une défaite égale un gage. Les chroniqueurs ne joueront pas seuls. Pour la première fois, ils formeront deux équipes. La première composée de Paula et Louise et la seconde d'Elsa et Florian. La formation d'équipe peut rassurer les chroniqueurs, mais attention, vous êtes deux. Il y aura donc deux gages en fin de partie. Deux gages qui sont le fait de raconter une anecdote gênante. Elsa est déjà en train de réfléchir. Et faire de la promo pour le compte de l'émission était presque parfaite. Ça, c'est une demande d'Elsa aussi, oui, la responsable com. Oui, c'est des deux gages, oui. D'accord, ça va. Mais chacun des deux candidats devra donner une anecdote gênante. Oui, j'avais bien compris ça. Je le rappelle. Hein, j'ai hâte. Donc, restez à la fin pour découvrir les anecdotes gênantes de deux des 4 chroniqueurs de cette émission. Et d'ailleurs, nouvelle chose pour cette émission, je peux donner des points bonus en cas de blague ou de vanne drôle. Donc, je compte sur vous, je compte sur votre humour. Ça veut dire que tu vas nous arrêter, on va faire une blague, tu vas nous arrêter de faire ah, ça c'est de la bonne, ça vaut un point. Je sais pas, on verra. Oui, s'il y a un truc très drôle comme ça. Oui, c'est de la bonne, oui, j'ai vraiment dit ça. C'est de la... Oui, d'accord. D'accord, j'ai hâte. Eh bien, très bien. Eh bien, commençons maintenant avec le jeu du bluff. Tu bluffes, Martoni, il bluffe. Je vous propose de tirer au sort. Donc, les chroniqueurs vont tirer au sort dans le sac un film qui est sorti dernièrement au cinéma. S'ils ont vu le film, ils vont donner leur avis sur ce film, et s'ils n'ont pas vu le film, ils vont devoir inventer un avis sur le film. Attention, donc ils vont jouer par équipe. Donc, vu qu'ils jouent par équipe, ils peuvent s'aider les uns les autres. Elsa peut aider Florian comme Florian peut aider Elsa. Et donc, ils vont cacher bien vos papiers juste pour pas que les autres voient de quoi il s'agit. Et donc, ils vont devoir, les chroniqueurs vont devoir donner leur avis en étant épaulés par leur coéquipier. Ils peuvent changer d'ailleurs. Si vous voulez changer avec votre coéquipier de film, vous pouvez. Et Elsa, prépare-toi, on va bientôt te demander quel film tu as vu forcément au cinéma, et vous allez devoir deviner, l'équipe adverse et vous les auditeurs, est-ce qu'Elsa bluffe ou non. Elsa, quel est le film que tu as vu? Ça commence très bien. Qu'est-ce qui t'arrive?
Mais pourquoi Elsa? Bah attends, pour une fois, je leur ai donné, on va expliquer aux auditeurs. Tu m'as laissé 2 secondes. C'est pas pourquoi. J'ai littéralement ouvert le truc, mais t'as fait ça, Elsa, oui. on y va. C'est ça, tu lui as laissé à peu près 1 seconde pour Elsa, regarder le papier. Tu as le droit d'en piocher un autre. Voilà, merci, c'est gentil. Double Pendant que humiliation, moi, je vous explique quel film j'ai vu. Voilà, parce que moi, j'ai vu Shazam, qui est donc le dernier film de super-héros de l'écurie DC Comics, avec Zachary Levi, qui est un super film de super-héros. Moi, je suis pas très DC à la base. Aurélien le sait, on en a discuté un peu en off. Tout le monde s'en fout d'ailleurs de ça, mais je suis pas très fan de Batman vs Superman, pas très fan de Suicide Squad. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Et Shazam, c'est une super surprise. Je suis plutôt Marvel, si je dois choisir une team. Et Shazam, c'est plutôt un super film. Zachary Levi est très drôle. Le personnage est pas très connu en France et en Europe, mais il est assez marrant, un peu dans la même veine que Deadpool chez les Marvel. Et c'est un super film à voir. C'est très bien pour les enfants. Ça a tout le côté humour que peut avoir Marvel. Et voilà, je le recommande 1000 fois. Alors l'équipe adverse, Louise et Paula, pensez-vous que Florian a vu Shazam? Moi j'hésite parce que je trouve que t'as beaucoup parlé de plein d'autres films en fait, enfin t'as bien monté tout ton truc, donc du coup je me dis est-ce que t'as vraiment bien argumenté ou est-ce que je peux te parler du film aussi, mais Aurélien veut que ça aille vite, donc j'ai essayé de... C'est une demande de ma part, de l'efficacité, parce que le jeu du bluff, bon on va pas y passer non plus. Non, c'est bien de pas y passer trop de temps. Alors, juste le temps que Elsa puisse regarder quel film elle a vu. Il faut choisir Paula, Louise. Bonsoir, c'est moi, ça va bien. Paula, Louise, est-ce que Florian a vu Shazam? Oui ou non? C'est une voix pour votre équipe. Vous pouvez. Attends, vous votez d'une seule voix. Ah pardon, oui. Donc vous devez vous mettre d'accord. Moi j'aurais dit oui, mais allez, t'as pas l'air d'être... Si, oh non, arrête de faire ça. Allez hop là, oui, il l'a vu. Le oui est validé. Florian, as-tu vu Shazam, oui, tout à fait. Eh ben bravo Louise, parce que je ne l'ai pas vu. Oh là là. Et bien du coup, ça. Tu peux pas faire ça, tu me casses dans l'œuf. C'était pour faire une vanne drôle en plus du point qu'on vient de marquer. Non. Ah non, ça marche pas. Oh là là. Non, ça grappille des points. C'est refusé. Okay. 1 point pour Florian. On va passer à l'équipe adverse, puis on reviendra vers toi, Elsa. On te laisse vraiment des chances. Louise, c'est à toi. Bonsoir. Quel film as-tu vu? La lutte des classes. Réalisé par Michel Leclerc. Attendez, excusez-moi, je vois rien. Avec Leila Bekti et Edouard Baird, qui est une comédie française. En fait, si je résume vite fait, parce que sinon tu vas me taper si je mets trop de temps. C'est Edouard Baird et Leila Bekti qui en gros ont un enfant et jusque-là tout va bien. Et en gros, c'est une comédie sur Ah, il me manque les mots. La vie scolaire en fait du gamin et tout ça, et c'est des blagues potaches. Et est-ce que tu as aimé le film? Non, j'ai pas trop aimé. T'as pas aimé, d'accord? Okay. J'ai pas trop aimé. Bon, à chaque fois que je viens et qu'il y a des comédies françaises, je suis jamais très élogieuse, comme tu auras pu le constater. Et j'ai un peu du mal avec ce genre d'humour et ce genre de façon de faire, même si Edouard Baird est très drôle, peu importe, ça n'a pas trop fonctionné. Alors l'équipe adverse, Elsa et Florian, pensez-vous que Louise a vu la lutte des classes? Non. Oula, on est catégorique. Elsa est catégorique, même pas de discussion. Non mais Elsa aujourd'hui est fatiguée. Pourquoi Elsa, t'es si catégorique? Parce que Louise n'irait pas voir des comédies françaises. Est-ce que je peux dire un clash ou pas? Est-ce que je peux faire... bah vas-y. Non, mais je pense que Louise a de bons goûts en cinéma. Bah non, c'est sympa pour moi. Donc voilà, donc non. C'est moins sympa pour le film. Voilà. Bah moi je suis l'avis d'Elsa. Donc Louise, as-tu vu la lutte des classes? Non, merci Elsa. Non, eh bien bravo, vous gagnez 1 point de plus, déjà 2 points pour l'équipe. On part très très mal, hein, toi et moi, Paulin. C'est pas grave, je me suis déjà résignée. Revenons vers l'équipe adverse. Elsa, quel film as-tu vu? Merci pour cette seconde. Cette fois-ci, parce que moi, du coup, j'ai vu Gentleman Cambrioleur avec Michael Caine, donc un film de James Marsh, et ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes de 70 ans, septuagénaires, et du coup, qui vont cambrioler en fait une banque. Voilà, pour enrichir disons leur retraite, parce que c'est des personnes dans la précarité, et du coup ça raconte en fait toute l'histoire de toutes ces personnes qui sont à la retraite et la précarité de la retraite au Royaume-Uni. En fait c'est déjà un truc qu'avait abordé Ken Loach, et du coup c'était hyper intéressant parce qu'il y a un côté un peu social mais en même temps divertissement avec le cambriolage, et du coup c'est hyper bien filmé, on arrive vraiment à trouver l'équilibre là-dessus. Et la musique aussi extrêmement intéressante dans les scènes de cambriolage, etc. La photographie,
Voilà, donc moi j'ai plutôt passé un bon moment à partir de là. Alors l'équipe adverse, pensez-vous qu'Elsa a vu Gentleman Cambrioleur? Merci, j'ai dit. Non, moi je pense pas. Je te Parce suis. qu'elle a dit 2 fois précarité en moins de 10 secondes. Ça fait trop de mots. C'est parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire, ok. Je te suis parce que bah. Elsa, as-tu vu Gentleman Cambrioleur? Non, tu ne l'as pas vu. Voilà. Bon, bah alors c'est un bluff raté cette fois-ci. Il est raté. Tu rapportes un point à l'équipe adverse qui remonte. Désolée. Du coup. Oh là là. Et pour terminer, Paula, quel film as-tu vu? Eh bien moi je suis allée voir Let's Dance, le film en fait. Alors je ne me rappelle pas des acteurs bien que j'ai vu le papier, mais je Il y sais a pas. Ryan c'est pas. Bensetti. Voilà, c'est ça. Ben, ça m'a pas. Enfin, c'est pas l'important qui m'a marqué. Moi, c'est surtout que j'ai bien aimé parce qu'il y avait des très beaux moments de danse. En fait, c'est un film qui parle de ça, de la rencontre entre deux danseurs et qui se poussent vers le haut pour réussir ce concours. Et j'ai plus exactement tous les détails en fait, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le film, c'est les belles scènes de danse en fait. Et je m'attendais pas à ce que ça soit bien ou quoi. Enfin, genre, j'ai allé un peu sans attente et voilà. Donc, je me suis retrouvée assez agréablement surprise en fait, alors que je pensais par exemple que il y a des films parfois où j'y vais que pour les scènes de danse ou les choses comme ça et les scènes de musique et tout, et puis je suis un peu dégoûtée sur le côté, et là en fait alors, ça passait. L'équipe adverse, pensez-vous que Paula a vu Let's Dance? Non. Paula, pareil, Elsa, elle est vraiment... Elle est tranchante. Non, mais, arrêtez. Elle est tranchante aujourd'hui. C'est chaud parce que Paula est comédienne également, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est compliqué parce que si c'est un bluff, il est bien fait. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, moi, je pense que non aussi. Parce que, enfin, j'ai vu la bande-annonce et du coup, je me suis dit pourquoi elle parle pas du scénario? On a déjà tout vu dans les films américains dedans, justement, et du coup, j'ai trouvé ça bizarre que t'en parles pas. Il va falloir décider. Non. Je pense que non aussi, mais j'aurais aimé que tu le vois parce que je fais un mini aparté. Il y a un mec qui s'appelle Mehdi Kerkouch qui joue dans le film, qui n'est pas comédien à la base, qui est un danseur, un chorégraphe avec lequel on a l'habitude de travailler en télé, qui est un mec super et qui joue hyper bien, le meilleur pote de Ryan Bensetti. Et voilà, c'était pour lui faire juste un petit hommage parce qu'il est super dans le film. Mais je pense que tu ne l'as pas vu. Toi, t'as vu le film? Non. Juste un petit big up. Non. Écoute, mais c'est un beau bluff. Mais j'ai vu certaines scènes avec lui. D'accord, ok. Paula, as-tu vu Non, Let's mais Dance? non, tu ne l'as pas vu. C'est un 3e point. C'est un 3e point. c'est l'enfer. Ouh, on a de l'avance. Prépare ton anecdote, Paula. On est à 3-1 pour l'équipe d'Elsa et Florian, mais tout peut changer, notamment avec vos blagues, n'oubliez pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas de blague incroyable. Elsa est là sur la brèche, elle se donne depuis le début. Elsa est sur la brèche de l'humour. Bon, quant à nous, suite à notre partenariat avec l'agent de François Civil, nous continuons de parler de tous les films dans lesquels il joue, et cette fois-ci, il s'agit de Mon Inconnu. Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et je vais laisser la main à Florian qui va nous résumer et nous donner son avis sur le film d'Hugo Gélin. Alors pour le résumer en 2-3 phrases, c'est l'histoire de Raphaël. C'est un homme qui du jour au lendemain va se réveiller dans une vie qui n'est pas la sienne. Son job d'écrivain célèbre, c'est fini. Son grand appart, son argent, c'est fini aussi. Mais le pire pour Raphaël, c'est que sa vie a changé parce qu'il n'a jamais rencontré l'amour de sa vie, Olivia. Il va se donner une mission, c'est faire en sorte que la femme de sa vie retombe amoureuse de lui pour pouvoir récupérer sa vie d'avant. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Moi j'ai envie de dire qu'on a trouvé notre coup de foudre à Notting Hill français. Ah oui, voilà. À ce point-là. Et oui, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est ta comédie romantique préférée, C'est une de mes comédies romantiques préférées. Il y a Love Actually, enfin il y en a quelques-unes. Mais il y a Mon Inconnu aussi maintenant qui va rentrer dans le classement. Je suis un grand fan d'Hugo Gélin. Moi quand je serai grand, je voudrais être Hugo Gélin, je le dis souvent. Mais je trouve que c'est brillamment réussi. Ce film est une comédie romantique et dans les deux mots, on trouve vraiment l'essence du film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la comédie et il y a vraiment de la romance, et c'est ça qui est très fort avec Hugo Gélin. C'était déjà le cas dans ses films précédents, et là encore ce que j'adore, c'est qu'il arrive à faire une comédie populaire sans être il arrive à faire rire sans être potache. C'est pas forcément, pour moi en tout cas, c'est pas forcément négatif. Potache, il y a des choses potaches qui sont très drôles et voilà, mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et je trouve que la plupart des grands humoristes le disent, le rire, c'est sérieux.
pour faire rire, il faut être sérieux. Ce qu'arrive à faire Hugo Gélin, c'est que il fait un bel objet de cinéma qui n'est pas élitiste, qui est populaire et qui est quand même drôle, sans être pipi caca, ou seulement ça en tout cas. Et du coup, ça donne un film populaire qui est super et qui nous permet de nous élever pendant 1h30, 2 heures de film. Et je trouve ça génial. C'est un film qui est poétique, qui explore des questions de fond sur la vie de couple qui sont vraiment des questions qui sont très profondes, très intenses. Et ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas l'impression de se prendre la tête en regardant ce film. C'est léger, c'est agréable, et pourtant il pose des vraies questions. Il pose le thème de la seconde chance en amour et en amitié d'ailleurs, le thème de la gestion de la vie sans la personne avec qui on a été pendant des années, le fait de vivre avec quelqu'un qui réussit mieux que soi, le fait de devoir partager le quotidien de quelqu'un qui a une notoriété, comment on fait pour vivre heureux et serein avec son ou sa partenaire sans qu'on le prenne ou qu'on l'apprenne pour trop acquis ou acquise. Est-ce que la preuve d'amour ultime, c'est de s'effacer ? Moi je pense que non, mais bon, tu pourras en faire un débat un jour avec d'autres films. Il y a énormément de questions très profondes qu'on peut se poser dans notre vie de tous les jours, et pourtant le film est hyper agréable. Les acteurs sont beaux, ils sont bien habillés, on a envie d'être eux, on a envie d'avoir leurs potes, on a envie d'avoir leur vie. Je trouve que ça met Paris hyper bien en valeur. Je sais pas pour vous, mais moi j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur le banc sur lequel ils ont gravé leur nom. J'ai même prêté attention, il y a un plan sur lequel on voit Montmartre, enfin la basilique du Sacré-Cœur en fond. J'ai vu que c'était avenue Truden, donc j'avais envie d'y aller. Vraiment le psycho, hein, mais en effet. Mais j'ai envie de retrouver ce banc, j'ai envie d'y aller. Et voilà, c'est un film que je trouve génial aussi parce que les seuls moments où on décroche un tout petit peu, parce que parfois il y a un dialogue qui fait pas mouche, etc. C'est pour se rappeler de nos moments à nous, parfois un chagrin d'amour dont on peut se rappeler, ou justement un moment agréable de notre vie de couple. Et c'est les seuls moments où on décroche un petit peu, c'est pour se faire une référence à notre propre vie. Donc toi tu es complètement conquis par... J'ai adoré, et le dernier truc, c'est que c'est un film fait entre potes, c'est un film de potes. Et ça se ressent vraiment, c'est-à-dire que les mecs s'aiment vraiment à l'intérieur de ce film, et c'est pour ça qu'ils arrivent aussi bien à nous transmettre le message. C'est vraiment un film de potes. Benjamin Laverne et François Civil jouaient dans la série Casting produite par Hugo Gélin à l'époque. Igor Gottesman, qui est le co-scénariste, jouait avec François Civil dans Five. Il y a même une scène quand ils arrivent pour faire du ping-pong où Benjamin Laverne et François Civil disent « Oh là là, il y a Nicolas Massard qui est là aujourd'hui, ça va pas être facile ». Et après ils disent il y a même... Enfin, pour moi aujourd'hui, c'est hors de question que Mathieu de la Mortière nous allume. Et il se trouve que c'est le directeur photo et le premier assistant réal, et ils font tout le temps leur film tous ensemble. Et voilà, c'est un bon film de potes. J'ai adoré ce film. Et voilà. Et toi, Louise, donc qu'as-tu pensé de Mon Inconnu ? Moi je suis assez d'accord avec Florian en vrai. J'ai des choses un peu, des petits points sur lesquels je peux ajouter des trucs. Une petite divergence. Oui, par exemple. Non mais oui, j'ai trouvé ça très sympa, on se laisse facilement porter. Il y a ce côté un peu fantastique qui marche assez bien, je sais plus si tu l'as évoqué, j'avoue, qui fonctionne assez bien dans le sens où ça transmet bien cette alchimie qui est un peu assez inexplicable qu'il y a entre les deux personnages. Et je tiens à souligner aussi le tout début du film, le premier plan sur lequel s'ouvre justement le film, avec ce long plan sur Paris qui, sous la neige, assez post-apocalyptique, pardon. Pas évident à dire. Hein. Au Scrabble, c'est bien. Écoutez, c'est laborieux, c'est tout ce que j'ai à dire. Qui est assez beau et qui, je trouve, lance bien l'action, le motif de la neige justement, qui est un peu le déclencheur du fantastique dans le film. Et non, j'ai peut-être un peu des réserves sur les codes de la comédie qui sont repris, qui sont parfois un peu clichés. Mais voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Peut-être moins enthousiaste que toi, Florian, mais j'ai passé un bon moment et c'était sympatoche. T'as pensé quoi du jeu des acteurs ? Oui, j'ai dit sympatoche, ça va bien. Sympatoche. Okay. Mais c'est pas la Saint-Patrick. Oh non. Non, bah là, moins 15, immédiatement moins 15. On va nous retirer des points, Elsa. Oui, Elsa attend d'avoir des points en faisant des blagues, mais ce n'est pas une blague drôle, ça, voilà, Elsa. J'ai grillé ma carrière en une... C'est sûr. Qu'est-ce que tu pensais du jeu des acteurs ? J'ai trouvé ça assez convaincant, et j'ai une petite mention spéciale pour le personnage féminin qui n'est pas juste un personnage féminin. Joséphine Japy, oui, qui est incarnée par Joséphine Japy. Oui, j'ai pas les noms des acteurs. Tu es là. Je précise, j'ajoute
Mais oui, j'ai trouvé que c'était assez bien mené. Le personnage du meilleur ami est hilarant. Benjamin Laverne. Oui, vraiment. Merci à toi, vraiment tu ponctues toutes mes phrases. C'est plutôt une bonne idée parce que vu comme c'est laborieux, c'est bien de dynamiser le. Mais le personnage du meilleur ami qui est quand même assez fabuleux et qui pour moi soutient un peu le film dans son. Alors ça, je crois que Paula sera d'accord avec toi, non ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que les scènes qui m'ont le plus fait rire et qui pour moi marchent le mieux sont les scènes d'amitié dans ce film. Et donc avec le fabuleux Jean-Pierre le pêcheur. Voilà, moi ça, j'étais pliée de rire sur mon siège. Ça m'a vraiment. C'est un personnage du film, à part entière quasiment. Complètement. À mon sens, complètement. Mais non, sinon, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Moi, après, de mon côté, j'ai une petite réserve sur le côté fantastique qui, justement, parfois, moi, m'a un peu sorti de la narration. Je trouvais que ça marchait un peu moins bien. Mais sinon, non, je trouve que c'est une bonne comédie romantique française et il n'y en a pas beaucoup, à mon sens, qui fonctionne aussi bien que celle-là. Donc, non, voilà. Approuvé par Paula. Voilà. Elsa, toi, qu'as-tu pensé du film ? Moi, je trouvais que du coup, effectivement, comme disait Louise, il y avait une belle mise en scène et une direction artistique, notamment le premier plan, et après, effectivement, Paris sous la neige, etc. Et la comédie, oui, marche très bien avec Jean-Pierre le pêcheur et ça dynamise le film qui, malheureusement, après le twist, enfin, pas le twist, mais disons, au moment où il change d'univers, perd un peu de rythme et du coup au début c'est un peu mou, on a du mal un peu à faire avancer l'histoire et du coup ces scènes permettent de vraiment nous rester, laisser le spectateur encore dans le film, dans l'intrigue et après effectivement on se remet dedans avec son histoire d'amour avec Joséphine Japy et du coup là on peut suivre, mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être à un moment donné une petite baisse de tension du coup qui nous a un peu une baisse de rythme qui t'a un peu moins plu. Ça peut-être le film aurait mérité d'être un peu plus court ou je sais pas, quelque chose comme ça. Qu'avez-vous pensé de la musique ? Moi j'ai vu que moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, je trouve ça très drôle, je trouve ça très malin et on n'a pas trop l'habitude de voir des comédies françaises aussi ambitieuses dans l'histoire et donc ça j'étais plutôt convaincu. Peut-être un petit bémol pour la musique que j'ai trouvé un peu absente finalement. Il y a beaucoup de musique mais elle m'a pas elle m'a pas marqué quoi, donc elle m'a laissé un peu indifférent. Non, je sais pas ce que. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, la musique m'a un petit peu déçue. Je m'attendais à voir, parce qu'en général dans les comédies romantiques, ce qui fait qu'on s'en souvient bien et que la tension est bien marquée, c'est la musique. Et là, pour le coup, moi, j'étais un petit peu sur ma fin. Un peu plus embarqué par la musique. Je suis pas sûr de embarqué d'ailleurs, mais moi j'ai bien aimé la musique. Je saurais pas refredonner aucune musique du film, mais je sais que quand je l'ai regardé, à chaque fois, je me disais ah ouais, ça marche bien. Je trouvais que c'était des mélodies qui me rappelaient la série How I Met Your Mother, dont je suis un très grand fan aussi, et je trouvais que c'était dans le même thème et que ça marchait très bien, et que ça reste dans cette veine des comédies romantiques. Moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote si tu me permets, Aurélien. Bien sûr. Est-ce que vous savez pourquoi le personnage s'appelle Raphaël Ramis ? Non. C'est un hommage. Si. Oui, mais j'ai vu en interview. Mais voilà. C'est un hommage à Harold Ramis, qui était le réalisateur de Un jour sans fin, dont Hugo Gélin s'est beaucoup inspiré, et c'est pour ça qu'il a appelé son personnage comme ça. C'était pour redonner un peu toutes les inspirations qu'avait eu Hugo Gélin là-dessus. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là dans Un jour sans fin, c'est le fantastique qui va amener l'aspect comédie romantique, et c'est la même chose avec Mon Inconnu. Juste un bémol que j'ai avec le film, c'est peut-être la scène d'intro avec le générique de début qui est tout en musique, et on voit le début de leur histoire d'amour, tout ça, et on a l'impression un peu que ça fait publicité, je trouve. Quasiment ils ont l'air tellement heureux, tellement contents partout. Ça aurait pu être un peu plus juste, surtout qu'après ça va être marqué par le fait, on voit que leur couple, c'est au début du film je précise, que leur couple ils se disputent, et tandis que dans toute cette séquence là ils sont toujours contents, tout ça. Moi j'ai trouvé que ça faisait un peu faux, non, pas vous? Je sais pas, Elsa. Du coup, je trouvais que ça contrastait bien, en fait, ça marchait bien parce que du coup, on les voyait vraiment heureux dans ce générique et on était plutôt embarqués avec eux. Et après, effectivement, il y a ce contraste où. Parce que, en fait, juste après le générique, on voit qu'ils sont plus heureux, mais je trouve que du coup, ça mène assez mal l'un à l'autre, moi. Ils sont heureux, puis d'un coup, tac, ça va plus du tout. Oui, moi, je pense que c'est juste intentionnel, en fait. Enfin, il joue avec les codes de la comédie romantique. Pour moi, ça m'a pas. Enfin, je comprends que l'esthétique t'ait fait penser à de la pub, mais pour moi, ça m'a pas dérangé outre mesure. Il y a un truc, par contre, qui m'a perturbé, c'est qu'il y a une réplique de François Civil qui se dit oui, on se dispute jamais avec
avec Joséphine Japy, avec celle qui, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais il dit en gros, Olivia. Olivia, il dit que c'est parce que t'es déjà un grand fan, c'est pour ça. Il dit qu'ils se disputent jamais, et puis plus tard dans le film, il se dit oui, mais quand on se dispute, elle me fait un bisou dans le cou là ou je sais pas quoi, et ça va. Et tu chipotes un peu. Ouais, là tu chipotes. Ah non mais ça m'a, non, c'est pas pour chipoter, c'est parce que ça m'a perturbé pour ça, parce que ce générique, on voit qu'ils sont tout le temps contents, donc on a l'impression effectivement qu'ils se disputent jamais, puis en fait on voit qu'il y a une tension, il y a une vraie tension au moment où il devient célèbre, et puis après on nous dit qu'en fait non, ils se disputent jamais, puis en fait si, oui, Florian. Après moi j'ai l'impression que le personnage pense réellement qu'il ne se dispute jamais. Quand on a la scène un peu clash qui va nous emmener, l'élément déclencheur, quoi, on voit qu'ils sont pas du tout raccord. Elle lui dit mais tu vois pas que ça va plus, et lui non, il le voit pas, donc réellement il dit que non, ils se disputent jamais, et je pense que c'est très réaliste. Parfois on se rend pas du tout compte, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, on se rend pas du tout compte que ça va pas, et en fait si de l'autre côté la personne est plus du tout en phase, quoi. Oui, oh, désolé. J'ai toussé. C'est vrai que je l'avais pas interprété comme ça, mais c'est vrai que vu comme ça paraît plus pertinent. Et bien voilà, écoutez, c'est un film, j'ai l'impression qu'on conseille généralement. Oui. Oui, Louise, tu veux mention spéciale pour François Civil et le deuxième Benjamin Laverne, voilà, qui joue les adolescents au début du film alors qu'ils ils sont vieux. Oui. Et moi j'ai trouvé ça drôle. Je trouve que c'est un parti pris qui est assez drôle, ça, pour le coup, parce qu'ils jouent vraiment, ils se jouent au lycée alors qu'ils ont 30 ans, et c'est eux-mêmes hyper drôle. Mais en même temps, je trouve que l'âge qu'ils ont, c'est l'âge difficile de trouver un acteur, parce que ils ont 30 ans dans la réalité, enfin c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre. Ouais, mais du coup c'est rigolo, ils sont rasés de frais avec les cheveux un peu longs, un peu des ça. 90, j'ai trouvé ça rigolo. Mais ouais, c'est vrai que c'est un parti pris où ils disent voilà, on les met, ils sont vieux mais on les met jeunes. Ils sont vieux, non, ils sont pas vieux. Mais ils ont pas 15 ans, oui, quoi. C'est ça. Ils ont pas 15-17 ans. Elsa, nous allons partir avec toi, partir dans les airs, partir avec le vent. Oh là, instoppable sera pas-t-elle. Le gars est inspiré. La Stasi nous cherche, il remue ciel et terre pour nous trouver. Fini la montgolfière et on s'en va. Partir avec le vent de la liberté, le film allemand. Je te laisse dire le nom du réalisateur par pur sadisme. De Michael Herbig. Ah bon, ça va en fait. Voilà. Oui, ce film allemand qui est donc inspiré d'une histoire vraie des familles, là ça va être drôle, Strelzik et Wetzel. Voilà. Bon, ça va. Donc des familles allemandes. C'est drôle. J'ai un point là, non? Non, à Florian, je me dis. Merci. J'essaie de grappiller là. J'accorde. Non, mais j'accorde ce point à Florian parce que je trouve ça vraiment très drôle. Bon. C'est à toi, Elsa. Donc c'est dans la merde, nous. Vraiment. Mais ils nous aiment pas. Mais faites des blagues. Vas-y, Elsa. Oui, donc du coup, ces deux familles qui en 1979, en fait, lorsque l'Allemagne était donc séparée en deux, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, et ces familles habitant à l'Est voulaient rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Sauf que pour ce faire, vu que c'était une situation assez difficile où la Stasi, donc du coup, empêchait tout ce genre de voyage vers l'ouest. De départ. De voyage. Donc du coup, ils décident de construire une montgolfière, donc eux-mêmes, pour traverser donc cette frontière. Et de là s'en coulent de nombreuses péripéties. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1982, j'ai vu que Disney en fait avait déjà fait une adaptation du film. Ah bon? Oui, avec John Hurt, voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle La Nuit de l'évasion. D'accord, ok. Du coup, ce qu'il y a, c'est que du coup, Disney possédait les droits d'adaptation de l'histoire. Et du coup, Michael Herbig, pour pouvoir réaliser ce film, a dû renégocier les droits avec Disney pour pouvoir faire une adaptation, un remake, oui et non, disons rendre à César ce qui appartient à César. Raconter de nouveau cette histoire-là, quoi. Donc du coup, et c'est grâce notamment à Roland Emmerich, voilà, j'ai lu ça, qu'il avait réussi le réalisateur de, je confonds toujours, le jour d'après, qu'il a pu avoir ses droits. Et du coup, il a travaillé avec deux autres scénaristes allemands qui à la base aussi voulaient développer un film, et du coup, ils se sont dit, on va rallier nos forces, et comme ça, on pourra écrire la meilleure histoire possible. Et qu'as-tu pensé du coup du Vent de la Liberté? Eh ben moi j'ai pensé que c'était un bon film, voilà, pour une bonne sortie, dans le sens où il y avait notamment, je trouve, une belle mise en scène qui reflétait toute la paranoïa, de j'ai fait c'est un tic de langage d'Elsa de faire voilà, vous l'avez peut-être entendu, c'est pour mettre tous mes mots au cerveau. Et du coup en fait tout le film est centré plus sur le suspense de si cette famille allait se faire attraper par la Stasi avant de pouvoir entreprendre le voyage qu'elles vont faire. Et du coup il y a vraiment une mise en scène de la paranoïa. Bon, il sortira pas celui-là, le mot est paranoïa. Ça ne va plus. Qui est extrêmement bien exécuté avec des plans serrés, etc. Même au niveau du son, ce qui est plutôt intéressant. Je n'aligne pas 3 phrases, mais
On dirait moi. Qu'est-ce qui t'arrive, putain? C'est un virus ou quoi? N'interrompons pas Elsa. J'ai été contaminée par Louise. Vas-y, je t'en prie. Du coup, mise en scène de la paranoïa et du son, etc. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Par contre, du coup, ce que j'ai moyennement aimé, c'est que c'était un peu mélo, quoi. Tout le long, dès le début, en fait, on sait ce qui va se passer vu que c'est adapté d'une histoire vraie. Et du coup, on sent que, voilà, on sent le temps passer, on attend vraiment la fin, que ça se dénoue. Mais c'est le problème des histoires vraies en général adaptées au cinéma, c'est qu'on peut pas non plus tout rajouter ou enlever dans le scénario parce qu'il faut quand même que ça reste fidèle à la réalité, surtout que le réalisateur a travaillé en fait avec les deux familles pour avoir le plus de réalité en fait dans son scénario. Du coup, c'est compliqué. Du coup, la matière cinématographique en pâtit là-dessus. Eh bien, très bien. Bel avis d'Elsa. Paula, toi, qu'as-tu pensé du Vent de la Liberté? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé la photo très très belle, vraiment. Quand le ballon s'envole et tout dans la nuit et qu'il y a toutes les couleurs et tout, moi j'étais très contente de voir ce plan-là. Après, moi je trouve que c'est assez en fait, pour avoir fait de l'allemand pendant très longtemps. Oh, toi aussi. Voilà, non mais en fait moi je trouve ça un peu dommage que les seuls films allemands en fait qui arrivent en France ou presque, ce soient des films sur la RDA ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que et je trouve ça un peu dommage que ça soit ce film-là qui soit présenté comme le grand événement, le film super allemand et tout, alors que je pense qu'il y a d'autres trucs bien. Voilà, mais après sinon sur ce film-là, moi j'ai pas été très touchée en fait parce que c'est une histoire qu'on a, même si c'est une histoire de fuite en fait vers l'Ouest qui est très spectaculaire, c'est pour ça qu'elle est racontée. Mais pour moi, c'est pas un des films les plus intéressants sur le sujet. Moi, je recommanderais 1000 fois La vie des autres. Ou éventuellement, désolé pour tous les germanistes qui m'entendent, mais Goodbye Lénine parce qu'on se marre bien devant, mais pas la bonne éclate. Il est très bien Goodbye Lénine. Bah oui, non mais si tu veux, les germanistes en fait on le voit tous les ans. Tous vu 15 fois, on le voit, on le connaît par cœur. Ouais, vraiment. Quand vous faites des private jokes de germanique. C'est ça. Écoute, tu peux pas tester, ok Aurélien? On est dans notre clan là. Non mais voilà, mais c'est tout ça pour dire en fait que j'ai trouvé que c'était pas un mauvais film, mais pour moi c'est pas non plus l'événement de l'année, quoi. Voilà. D'accord, Louise, toi, qu'as-tu pensé du film? Alors moi je me suis un peu ennuyée parce que le principal problème pour moi c'est la gestion du suspense et en fait dès le début on a un truc très fort où il me semble que, alors si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, au tout début on est vraiment à la limite entre RDA et RFA. RFA, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Putain, oui. Donc le plan allemand c'est compliqué. Non mais c'est pas facile, j'ai passé une sale scolarité hein. Et on voit des soldats et on voit quelqu'un qui meurt en fait en essayant de passer, et dès le début on a un truc très fort avec de la musique assez lourde, une image assez marquante, et en fait tout le long ça va être tout le long on est censé être en angoisse, les personnages sont déconfits, on a peur qu'ils soient démasqués, tout ça, et en fait il n'y a pas de montée de suspense, il n'y a pas de climax finalement. C'est tout le long. Ah, je l'ai fait. Dis donc. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Il y a une passation de. Il y a une passation de tic. De quoi? Allons-y. Non mais. Tu disais. Oui. Oh là là, c'est pas facile. Faut pas me couper comme ça. Non mais tu hein. disais climax, je vais te rejoindre là-dessus. Je trouve aussi que c'est un des. Il y a le suspense, c'est continu. Enfin, du coup, au bout d'un moment, moi, je me suis un peu ennuyée. Je me suis dit, bah ok, j'ai compris l'enjeu. Et puis, j'ai trouvé que la première tentative pour passer à l'Ouest était assez expédiée, un peu rapide, et j'ai pas retrouvé masse d'enjeux politiques. On sait qu'il y a une oppression, on sait que ça va pas trop, c'est pas trop la fête, mais en fait on prend un peu ça pour acquis, on nous explique pas trop, et on voit quelqu'un qui meurt à la frontière au début parce qu'il a essayé de passer, mais on n'a pas une retranscription plutôt de cette oppression au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vivent vraiment en fait? Eux ils ont un peu le feu en eux de bouger, d'aller à l'ouest et tout ça, mais en fait c'est aussi pas très soutenu par des personnages intéressant. Je crois que Paula veut te rejoindre. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je trouve que, pour partir, en fait, l'idée de se dire, faut remettre les choses à leur place. L'idée de se dire, ok, je me casse de mon pays par n'importe quel moyen possible, et ce sera une montgolfière que je vais faire moi-même, en cousant des bouts de trucs et tout. Genre, tu te dis, ok, si tu prends 5 minutes pour réaliser ça, tu te dis, ok, d'accord, il y a quand même une urgence de partir. Mais dans le film, on te la montre quasiment pas. Ouais. Tu vois juste, en fait, au début, les rituels par rapport au socialisme, où les enfants, en fait, ont une espèce de profession de foi où ils jurent en fait de servir le socialisme et leur pays, mais à part ça en fait on voit très peu les choses, et même l'ambiance de délation
constante et vraiment qui était très très lourde. Et qu'on voit beaucoup dans la vie des autres. Qu'on voit, c'est quand même le cœur de la vie des autres. Et là, on le voit un petit peu, mais pas complètement. Et même si le voisin d'en face est à la Stasi, il est grave sympa, le voisin en fait. Il a l'air plutôt sympa, et puis il magouille un peu. Donc on sent pas l'urgence de partir en fait. Et moi, je trouve que c'est un peu le problème du film. Ouais, et d'ailleurs, il y a un moment donné, ça m'a un peu étonnée. C'est vraiment anecdotique. Il y a le fils de la famille là. Il a un t-shirt Kiss. Et je me suis dit, c'est la culture de l'Ouest, ça. Qu'est-ce que tu fais avec le t-shirt ? Après, je sais pas comment c'était vraiment. J'avoue que je suis pas très très bonne en histoire, mais en fait, j'ai trouvé ça un peu. Peut-être que ça aurait été trop cliché et caricatural si ça avait été autrement, mais je me suis dit, vraiment, ça a supporté ce truc de c'est quoi l'urgence ? Pourquoi vous voulez partir ? Du coup ? Enfin, on sait historiquement, mais dans le film, ça se voit pas trop. Et justement, il y a un peu ce truc de surveillance avec le voisin et tout ça, qui permet de soutenir un peu ce suspense en continu, mais qui n'a pas, enfin, qui retombe un peu à plat pour moi, qui n'a pas de Elsa. Non, mais je suis d'accord avec vous parce que moi, tout le long du film, je me suis dit, mais alors ils veulent retrouver de la famille, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'autant la deuxième famille, on comprend qu'il y a sa mère et qu'ils veulent la retrouver. Il veut fuir l'armée et tout ça. Mais Après, du coup, quand même, pour défendre l'idée, c'est que le fait de partir est justifié aussi par les moyens que la Stasi met en place pour les empêcher de faire ça. On voit toute la violence à ce moment-là du régime pour les empêcher. Ouais. On voit. Mais après, je suis d'accord que dans la vie quotidienne, on voit pas. On voit pas la violence. On voit qu'ils mettent de grands moyens pour tenter de retrouver qui est-ce qui a tenté de fuir la première fois. Mais on voit pas de violence en fait. On voit juste qu'ils mettent vraiment de grands moyens. Et même la situation en fait, la grosse misère parce que c'était quand même ça. Les supermarchés vides et tout qu'on voit dans d'autres films. Là, on le voit à peine. On voit juste justement. Tu vois juste la file d'attente qui est quand même très longue devant la petite échoppe du village. Tu devines. Mais en fait, c'est pas un film sur la RDA, c'est un film sur la fuite de cette famille. C'est presque du film policier en fait, de filature. Moi je suis d'accord avec vous. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce côté climax, effectivement, je pense que c'est un problème. C'est qu'il y a une tension constante, mais du coup qui nous perd un peu. C'est une tension qui est un peu douce quand même. On n'est pas pris au trip par l'histoire en se disant mais est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Deuxième défaut, c'est la bande-annonce quand même qui dévoile l'intégralité du film quasiment, qui est pas un défaut donc du film en soi mais de la promotion du film. C'est vrai que quand t'as vu la bande-annonce, le film commence, tu dis bon je sais comment ça se finit quoi. Donc c'est quand même un défaut. Et après voilà, c'est pas un film qui moi m'a pris au trip, c'est juste un film que j'ai regardé comme ça. Je me suis même des fois effectivement un petit peu ennuyé au milieu, mais c'est pas inintéressant, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages du coup ? Des personnages, moi je sais pas. Vous n'avez absolument aucun avis. J'ai pas d'avis sur les personnages. Je trouvais que le jeu des acteurs était globalement juste. Les personnages sont pas. C'est une famille quoi. J'ai pas. Ouais, je trouve que ça rend assez bien cette espèce de neutralité de l'enjeu, de l'enjeu politique et tout ça qui est porté un peu par ces personnages qui sont sans réelle substance. Et aussi, on sait pas pourquoi ils veulent partir trop. Donc, oui, c'est ça. La première famille, effectivement, on sait pas trop. La deuxième ce qui est dommage parce que c'est les personnages principaux. En fait. C'est marrant. C'est la famille, disons, secondaire où ça marche le mieux. Où d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'attachement pour ce personnage qui coud et qui doit partir à l'armée et tout ça. Je trouve que ça marche bien et on le voit pas tant que ça et c'est un peu dommage. Eh bien bon, c'est un avis qui est c'est un peu mitigé, c'est quand même un film qu'on ne déconseillerait pas, qui est peu distribué en France d'ailleurs, il y a 165 séances je crois, donc c'est pas tellement. Elsa, oui, tu veux je voulais dire un truc, mais juste il y a 2 ans, le gros film allemand c'était Tony Erdmann, ça avait rien à voir avec du coup la RDA, rien du tout, donc voilà, je voulais juste le dire. Parce il était bien ce film. On a un sur toute la liste, incroyable. Oui, Florian, c'est vrai que Florian n'a pas vu le film, il a pas eu le temps de voir. Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir le film, et je voulais juste poser une question à Paula. La vie des autres ou Goodbye Lenin, c'est des films qui ont été réalisés par des Allemands. Alors, Goodbye Lénine, oui. La vie des autres, il faudrait que je vérifie. Je vérifie pour la vie. En fait, c'est juste parce que moi, j'ai pas vu le film et je voulais juste dire que. Alors, c'est peut-être mon manque total de culture cinématographique à ce sujet, mais je connaissais pas beaucoup de films faits par des Allemands sur cette période-là. Mais bon, si ça a déjà été beaucoup fait, alors je retire ce commentaire. C'est un réalisateur allemand qui s'appelle Florian Henkel von Donnersmarck. Florian Henkel von Donnersmarck. Voilà. C'était pour lequel ? Pour la vie des autres ou... Pour la vie des autres. Pour la vie des autres, d'accord. Alors pardon, excusez mon manque total de culture à ce sujet-là, mais je trouvais ça intéressant qu'un Allemand comme Michael Bullier-Big fasse un film sur cette époque-là. Et moi, je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai très envie de le voir, simplement à cause du réalisateur, qui est un très bon acteur par ailleurs,
et je trouve que les bons acteurs font toujours des bons réalisateurs. Bof. Moi je trouve. Un contre-exemple, Aurélien? Oh oui, il y a des. Mais... Moi j'en ai un. Un contre-exemple, Elsa? Star is Born. Ah mais non. Non, des mauvais. Non, faut que je me taise. Il faut que je me taise. Un bon acteur fait un bon réalisateur. Eh oui, bah d'accord. Débat. Prochain débat d'ailleurs. Prochain débat. Non, mais les Américains, c'est une grande mode qu'ils ont, mais ils sont pas forcément de. George Clooney, par exemple, c'est pas un grand réalisateur. Ça, ses réalisations n'ont pas. C'est pas inintéressant. Les Marches du Pouvoir avec Ryan Gosling, c'est un bon film, mais il y a pas. Je veux dire, c'est pas. Ça pourrait être réalisé par n'importe qui d'autre. Il y a pas d'intérêt au fait qu'il soit réalisateur. J'accepte ton avis. Ah non, j'allais dire battez-vous. Ah non, mais en tout cas, Michael Big est plus connu, en tout cas moi je le connaissais plus pour la partie comédie, humour. Il avait joué un rôle très drôle de muet dans Astérix aux Jeux Olympiques et dans d'autres productions allemandes. Je le connaissais pas du tout sur ce terrain et du coup ça me donne très envie de voir le film simplement pour son nom. Oui, et puis pour l'image aussi qui est vraiment jolie. Donc vas-y. Donc c'est un film que nous conseillons quand même. Oui, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. On va passer au dernier film. Et c'est Paula qui va nous en parler. C'est Dumbo, effectivement. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Paula et ses grandes oreilles va nous parler de l'éléphant aux grandes oreilles. Mais c'est ma fête aujourd'hui. Allez. C'est balancé. Paula, je t'en prie, résume-nous d'abord Dumbo. Bon, Dumbo, sans surprise, c'est l'histoire d'un petit éléphant qui a de grandes oreilles et qui vole. Voilà. À bientôt pour une prochaine émission. Voilà, à bientôt. Non, mais en fait, il y a quelques petits changements en fait que je vais introduire afin de vous résumer le Dumbo de Tim Burton et non pas le Dumbo de 1941. En fait, ce qui se passe, c'est que le film en fait commence et on est plongé dans le cirque des frères Medici, je ne sais pas du tout, Medici, je crois, qui n'ont vraiment pas d'argent. Et donc du coup, l'espèce de monsieur loyal en fait a vendu la moitié des chevaux de Holt, je crois, qui est parti à la guerre, et il s'est acheté une éléphante enceinte pour ramener en fait des spectateurs, tout bonnement. Et quand Holt revient de la guerre, il a perdu un bras et sa femme est décédée et il se retrouve avec ses 2 enfants avec qui il n'a pas vraiment de lien. Et voilà. En plus de ça, s'ajoute toute l'histoire de Dumbo, qui est un petit éléphant apparemment monstrueux et qui en fait fait plus rire que rêver, on va dire. Voilà. Et c'est ça le... Il va finalement nous faire rêver au cours du film en s'envolant avec ses grandes oreilles. Oui, voilà. Et, du moins essayer. Il va essayer de nous faire rêver. Est-ce que le film de Tim Burton, lui, t'a fait rêver ? Pas trop. En fait, je pense que par rapport à d'autres live action de Disney, c'est pas la grande catastrophe, mais c'est loin de... Live action, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les adaptations en live de dessins animés. Voilà. En prise de vue réelle. En prise de vue réelle, tout à fait. Voilà. Et pour moi, c'est pas un excellent film du tout. Pour moi, l'image de synthèse, en fait, ne fonctionne pas. Il y a plein de plans qui sont moches, en fait, vraiment, où ça m'a choqué. Ça balance, hein, putain. Non, mais c'est vrai, où ils ont les moyens, tu vois, c'est pas un studio indé, c'est Disney, donc ils ont les moyens de faire ça, et je comprends pas pourquoi certains plans étaient vraiment où c'était pas beau, quoi, cette image de synthèse là, sauf pour les éléphants qui, à mon sens, étaient réussis, et c'est ce qui, moi, en fait, les éléphants sont les personnages qui m'ont le plus touché dans ce film, et tout le message antispéciste qui va avec. J'ai trouvé que c'était intéressant de réécrire Dumbo pour faire passer ce message là. Oui, voilà. Parce que la fin est quand même une fin assez marquante. Florian, toi, qu'as-tu pensé de Dumbo que tu as bien vu ? Que j'ai bien vu, là, j'ai bien travaillé pour une fois. Non, le Dumbo, que dire sur Dumbo ? Moi, ça n'a pas trop marché sur moi, parce qu'en fait, je pense que ce film s'adresse plutôt à des petits, voire des tout petits, et je pense qu'une fois qu'on a passé 10 ans, à peu près, ça ne prend plus moi, j'ai bien aimé. Très bien. C'est mon côté enfantin. Voilà, c'est ton côté enfant qui est ressorti. Pose-toi des questions, Aurélien. C'est ça. Je pense que le scénario est sans surprise.
Je suis pas un très grand fan du dessin animé déjà à la base de Dumbo Disney. C'est pas du tout mon préféré. C'est un des plus vieux dessins animés de Disney, et c'était encore à une époque où il y avait assez peu d'humour dans les Disney, tout comme avec Blanche-Neige, Peter Pan ou Pinocchio. Et moi, ça me manque beaucoup aujourd'hui, en 2019, de ne pas avoir adapté, parce qu'il y a quand même un gros travail d'adaptation avec plein de personnages qui n'existaient pas dans le dessin animé. Donc on aurait pu adapter assez pour introduire cette dose d'humour qui me semble essentielle dans ce film et essentielle à notre époque. Il y a un très gros manque d'humour qui fait que ça enlève les doubles lectures parents-enfants, par exemple. Ça reste toujours sur un même stade, toujours sur un même level de compréhension, et c'est pour ça que je pense que ça s'adresse plutôt aux tout petits, dont tu fais partie, Aurélien, mais c'est pas grave. Moi il m'a fait rêver, Tim Burton. Non, mais en soi, moi ce qui m'a intéressé, c'est que l'histoire de Dumbo, c'est pas un dessin animé que j'ai vu, il me semble pas, et c'est pas un dessin animé que je voulais voir parce que ça m'intéresse pas tellement un éléphant qui vole avec des oreilles, et en fait c'est bien dommage. Et en fait, j'avoue que Tim Burton me conquit toujours, et là moi j'étais dans l'histoire, j'étais à fond, et après voilà, c'est pas non plus un très grand film, mais c'est juste que je trouve que c'est un très bon divertissement que je conseillerais aux familles d'aller voir. Louise, toi, qu'as-tu pensé ton papa et ta maman, Aurélien? Dis donc. Qu'as-tu pensé du film? Moi j'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyée. Oh là là, mais je suis pas gentille encore, c'est pas possible. Est-ce que tu as pleuré? Non, mais j'ai pas pleuré cette semaine. Ah oui, je t'ai pas demandé pour les autres. J'ai pleuré quand je suis arrivée et que t'as fait ton intro, bien sûr, parce que j'étais terriblement vexée, mais non, j'ai pas pleuré cette semaine. Ah ouais, déçu. Bah écoute, une prochaine fois. Visiblement ton ambition de me faire pleurer, tu es un petit peu tyrannique, peut-être, je ne sais pas. On va se faire la liste Schindler dans une prochaine émission. Yes. Là pour le coup c'est ma mort, hein, je te le dis. C'est sûr, je t'en prie du coup. Qu'est-ce que quoi? Pour Dumbo et pas pour la liste Schindler. Oui, non mais... non, j'ai pas trop aimé, je me suis un peu ennuyée. Dès le début du film, le premier plan sur ce train qui défile, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, le numérique, c'est pas possible. Non, là-dessus, j'ai dit des compliments, mais par contre, là-dessus, je vous rejoins pleinement. Le numérique est pas beau, c'est vraiment, on n'y croit pas, quoi, c'est pas réaliste. Alors, j'ai trouvé ça assez prévisible, les personnages qui ont pas vraiment de substance. Il y a le personnage du petit frère, on sait pas trop à quoi il sert, il est là, il fait un doublon, c'est cool, mais j'ai trouvé que sur ce point-là, ça n'avait pas beaucoup de valeur, et c'est très méchant de dire que ça n'avait pas beaucoup de valeur, mais que ça n'avait pas beaucoup de poids, pardon. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Les personnages n'évoluent pas en fait, ou très peu. Le père en fait arrive en disant oh là là. Ma femme savait leur parler et tout, il répète ça tout le film en fait, et jamais il trouve comment leur parler, sauf à la fin où dans les 5 dernières minutes ça y est, tout le monde va bien, l'éléphant a atterri sur le bateau, tout le monde s'aime, enfin genre c'est la résolution. L'éléphant a atterri sur le bateau. Non mais c'est un peu ça. C'est Orly sur mer en fait. Ben non mais c'est vrai quoi, genre tout se résout en 5 minutes alors que dans tout le film tout le monde stagne quoi, et moi je trouvais ça dommage, donc je suis d'accord avec toi. Bah justement, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure en ce qui concerne l'esthétique des éléphants. Alors l'esthétique des éléphants, oui. Par contre, l'esthétique de Dumbo, c'est non. Non. C'est non. Alors donner des caractéristiques humains dans le live action, là du coup à l'éléphant, c'est pas possible pour moi. Ça me fait presque. Moi ça, ça m'agace. Ça me fait un peu peur personnellement. J'ai l'impression de regarder Beethoven, j'ai l'impression de regarder Babe, vraiment des animaux qui parlent quoi. Ça fonctionne pas du tout sur moi. Il y a un moment donné quand même avec cette. Beethoven, il parle pas. Il parle dans Beethoven. Qu'est-ce qu'il fait? Non. C'est un chien qui pour parle. le coup, c'est un vrai chien. Alors, incroyable. Mais l'image de synthèse est vraiment très mal faite puisque c'est un vrai chien. Bah écoutez, vous savez quoi, j'ai rien compris ce qu'elle disait. Je retire tout ce que j'ai dit. D'accord. Bon retirez Beethoven de la liste, je me suis Babe, trompée. il parle pas non plus. Si, Babe, il parle, non? Si. Ah d'accord. Si, Babe, arrêtez, ça ne m'a pas marqué ce film. D'ailleurs, il y a Dr. Dolittle aussi, pardon. Mais je serais peut-être marqué par Babe quand Tim Burton refera Babe en image de synthèse. Yes, on a hâte, un petit cochon, c'est fabuleux. Mais alors ne va pas voir Le Roi Lion parce que les caractéristiques humaines sur les animaux, je pense que tu vas passer un très mauvais moment. Mais moi je comprends pas. Ça va être long. Cette mode des live action de cette adaptation de dessin animé, ils ont fait La Belle et la Bête en 2017. Oui, mais ça fait partie des meilleurs, je trouve. Oui, c'est vrai. Le Cendrillon de Kenneth Branagh était pas si mal que ça. Ah mais j'ai pas vu. C'est parce que c'est Kenneth Branagh aussi, qui est un très bon réalisateur. Mais il y a le livre de la jungle de Jon Favreau, c'est ça? Ça c'était l'enfer. Il va y avoir Aladdin par Guy Ritchie. Ah non, Aladdin, s'il vous plaît.
Non. S'il vous plaît, non. Non mais Hein regardez S'il vous plaît, non. Will Smith peint en bleu. Ah oui. Voilà, moi c'est juste ça mon problème C'est dans vrai la que vie. ça, ça refroidit vite. Ça. C'est le cas de le dire, Aurélien. Will Smith bleu. Oui, non. Non, Tu ça n'auras pas de marche point pas. pour cette blague-là. Moi j'ai fait plein de cherchez blagues, t'as pas. pas mis de points, hein. Je trouve ça hyper triste. Ah bah ça m'a C'est pas vrai. fait rire. Bon bah, merci à toi. Désolé. Elsa. Oui, non. Après, déjà, il y a un truc qui marche bien dans le film, c'est effectivement le fait qu'on s'attache à Dumbo, ce qui est quand même peut-être l'élément principal à faire dans cette histoire. Et du coup, effectivement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le fait que Dumbo retrouve sa maman. Les humains, j'avoue que je m'en... Sa maman. C'est mon moment. J'ai failli pleurer quand tu l'as dit. Un Désolé. petit cœur sensible. Hein. D'ailleurs, Louise est en chiale là à J'allais côté, dire, on la voit d'ailleurs, pas, Louise, mais. qu'est-ce que Je roule sous la table actuellement. Et du coup, parce que les humains, je m'en fichais un peu, en fait. Voilà, parce qu'en même temps, Disney prend le public trop pour acquis, alors on fait des personnages caricaturaux et voilà, et du coup, en plus, ils Toi sont... aussi tu pleures, non? Je renifle dans le... J'allais le dire, mais ça fait dégueulasse. C'est une bonne blague. Un point pour l'équipe de Louise et Paula. Oh, Putain, c'est pas trop tôt, merde. Il y a- le premier. Il y a Paula qui veut rajouter quelque chose. Oui, non, moi je suis d'accord avec toi, Elsa, sur les personnages caricaturaux. Qu'est-ce qui se passe? Non. Sur les personnages caricaturaux, notamment le méchant, qui pour moi ne fonctionne pas, parce que il arrive en disant, en fait, il représente un peu le grand capital. C'est le type en fait qui a un parc d'attractions qui s'appelle Dreamland, voilà. Donc c'est très clairement une allusion à Disney World, tout ça de Disney. Et le truc, c'est que en fait, je trouve que ça ne prend pas. Enfin, il est pas assez méchant ou alors il a pas de... Je sais pas, pour moi il marche pas ce méchant-là et j'ai été un peu étonnée parce que Disney c'est quand même faire des bons méchants qui savent faire peur en général. Big up à la sorcière de Blanche-Neige qui m'a... mes mains, moi ça me fait peur. Un méchant, c'est pas obligé de faire peur, ça peut juste être pas très sympa. Non, mais il faut qu'il fonctionne. Non, mais là, Oui. il fonctionne pas là, il pour est moi joué parce par, qu'il est juste en fait capitaliste. Donc je ne pense pas que Disney soit communiste pour autant. Non, en plus la critique est hyper froide et du coup... Il est joué par c'est- Michael Keaton, précisons. juste. Alors moi, pour moi, juste un truc, le casting est très bon, les acteurs sont très bons, Eva Green, est très mais bien. leurs rôles ne sont pas bien écrits, donc ils peuvent pas y faire grand chose. Voilà. Est-ce que Florian, tu veux rajouter quelque chose, je sais pas, sur Dumbo? Pas sur Dumbo spécifiquement, mais sur cette mode des live action, enfin des adaptations en prise de vue réelle des dessins animés déjà connus, où je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que La Belle et la Bête c'était pas bien, Cendrillon c'était pas bien. À mon sens, hein, Sans pitié, quoi. Bah, mais j'aime On dit pas que c'était bien, on dit que c'était le meilleur. Le meilleur du pas bien. Génial. Dumbo, j'ai pas aimé. J'irai voir Le Roi Lion parce que je peux pas faire autrement que d'aller voir Le Roi Lion Et Aladdin quand ça sortira. J'irai voir Aladdin aussi parce que il faut. Mais il faut voilà, que je mais le voie. c'est ça le nœud du problème, c'est C'est qu'on ça n'a le pas nœud envie du de les problème. voir, mais on y va quand même. Ça c'est vrai, et je pense juste que il ferait mieux Disney de continuer leurs efforts de scénario, de temps, d'investissement, de budget sur de beaux films d'animation comme ils savent les faire, soit eux, soit Pixar, puisque ça leur appartient, si je dis pas de bêtises aussi. Ça leur appartient, ils ont su sortir... Un tiers du cinéma hollywoodien appartient à Disney, Ouais, hein, c'est ça. quasiment. Même plus. Ils ont su sortir des merveilles comme Coco via Disney Pixar en fin 2017, qui nous lâchent la grappe avec les live action, qui laissent les héros et leurs histoires à l'animation, qui n'est pas un sous-genre, qui est un vrai genre qui fonctionne aussi bien artistiquement que économiquement, et que en prise de vue réelle, ils nous fassent autre chose. Des histoires originales, tout à fait. Il y a Elsa qui voulait dire quelque chose. Je voulais dire parce qu'en plus, ils font des prises en live action, mais je trouve que justement, on parlait de la faiblesse de Disney, et même je trouve de Hollywood en ce moment en général, c'est qu'ils ont des mauvais effets spéciaux. Je trouve que les fonds verts, tout ce qui est les paysages, c'est l'enfer. Enfin, on sent, même maintenant, les couchers de soleil, etc., pour avoir vu du coup Aquaman, j'étais outrée, il y a un coucher de soleil, genre il n'y a pas de coucher de soleil aux États-Unis pour filmer. Enfin, non, on fait ça sur fond vert, c'est jaune, c'est pas beau. Moi, enfin, dans les trucs marquants, il y a les crimes de Grindelwald dont on avait parlé dans cette émission, je l'ai déjà dit, mais quand t'as vu Harry Potter et t'as vu le réalisme d'Harry Potter malgré cette histoire fantastique, les crimes de Grindelwald, c'est des images de synthèse partout qui rendent l'image affreuse. Et il Poudlard, mais alors t'as envie de pleurer en voyant le Poudlard des crimes de Grindelwald alors qu'il était très bien dans Harry Potter. Oui, Paula. Mais alors que pour autant, moi j'avais vu des interviews de Tim Burton où il expliquait qu'ils avaient été tournés en Angleterre dans des petits bleds paumés pour avoir les 3 plans où ils font sortir les animaux
des wagons là, et ben ça apparemment ça a été vraiment tourné sur de la vraie herbe verte d'Angleterre. C'est qu'après ils peuvent pas s'empêcher de rajouter des fils, de rajouter ça flingue tout. Ils veulent tout rendre parfait, sauf que l'imperfection ça fait partie de la vie. Oui, et que ça m'enlève du réalisme. Allez, je me mets un point à moi. T'as pas le droit de faire ça. Louise. En fait, j'ai une petite théorie sur la question. Ah bah vas-y. Vas-y. Mais non mais ce truc de c'est devenu un colloque en fait là. Oui, ça va. On va terminer là-dessus. Je suis insupportable, je suis désolée. Non mais tu as le droit de le dire. Ce côté très numérique qui commence dès le début avec le train, et j'ai noté un plan de coucher de soleil justement où il y a Colin Farrell qui se détache, il y a juste sa silhouette qui se détache. En fait on dirait qu'ils ont essayé de faire comme un mix entre du live action, une prise de vue réelle donc avec escalade imparfaite et tout ça, et de l'esthétique de dessin animé du coup assez abstraite, qui joue de toute façon, le dessin animé joue sur l'abstraction, et du coup on essaie de faire communiquer deux univers ensemble qui ne marchent pas du tout, et c'est là aussi pour ça que moi le personnage de Dumbo m'agace profondément et que j'aime pas du tout cette humanisation de la petite créature. Un éléphant. Oui, quel est l'animal en question, je ne sais plus. Oui, bah il a des oreilles pour voler, c'est pas un vrai éléphant de toute façon, c'est une créature. Ah bah non, mais ça va. Quel est ton que voulais-tu dire par là? Ce que disait Florian, ça appartient au dessin animé, et ça ne marche que par abstraction, et une fois ancré dans le réel, la projection ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Bon, voilà. Dumbo n'a pas convaincu vraiment les chroniqueurs. C'est pas un film qui vous conseille chaudement, j'ai l'impression. Mais on peut parler des coups de cœur et des coups de gueule. Alors peut-être parlons vite fait, mais très rapidement, de Boy Erased, dont on devait parler dans la dernière émission, du coup qu'on n'a pas pu refaire là parce qu'on a voulu changer pour vous proposer un nouveau film. Juste Boy Erased, c'est un film qu'on vous conseillait plutôt. Florian, toi tu as vraiment quelques mots. Oui, c'est un film qu'on conseille. C'est un film très fort, plein de réalisme. Moi j'ai découvert à la fin... bon voilà, j'ai arrêté cette phrase ici. Juste avec Nicole Kidman, Russell Crowe, ça parle d'une thérapie de conversion pour convertir les homosexuels en hétérosexuels. Voilà. Oui, c'est un film très fort. Il y a beaucoup de scènes très réalistes qui peuvent être très violentes, très choquantes, mais c'est un film important qui devait être fait. Elsa, toi, qu'avais-tu pensé de Boy Non, Erased? je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est un film qui aborde le thème un peu différemment d'autres films qui avaient pu être faits précédemment. Du coup, c'est intéressant. Voilà. Et toi, Louise? J'ai rien à rajouter, je suis d'accord, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Donc c'est un film qu'on vous conseille si vous avez la chance, l'opportunité d'aller le voir, ce qui ne doit plus être beaucoup distribué. Non. On vous le conseille. Est-ce que vous avez des coups de cœur, coups de gueule? C'est pas obligatoire. Elsa, elle en a. Oui, moi non, on est quel jour? Oui, lundi, j'ai été voir, pardon. On est mercredi, sortie de l'émission le mercredi. Oui, lundi. Du coup, j'ai été voir UGC en fait refait des séances cultes toutes les 2 semaines ou tous les mois, je ne sais plus. Et il y avait Interstellar que j'avais jamais vu, mais je le disais jamais du vraiment. Du grand Christopher Nolan. Du très grand Christopher Nolan. Calme-toi. Et que j'avais jamais vu et que je disais jamais trop. Je l'avouais à demi-mot parce que je savais que c'était un film qu'il fallait voir sur grand écran. Je voulais pas le voir sur mon ordi. Je me suis dit un jour, s'il y a une séance. Quand j'ai vu qu'il y avait la séance, je l'ai pris et j'ai pas regretté. C'est vraiment un film de ouf. Ah, c'est un film qui, sur grand écran, est absolument impressionnant. Musique de Hans Zimmer fait 50% du film. Ah ouais, c'est incroyable, la musique. Mais... Non, c'est pas 50%, c'est le mélange mise en scène et musique. Je vois des cœurs dans tes yeux, là, tu l'as lancé. Là. Ah, mais ça, c'est un ancien film sorti en 2014. Donc, est-ce qu'il y a des films plus récents pour les autres chroniqueurs? Non, pas forcément. Non, mais moi, je pense qu'elle bluffe. Elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu ce film. Si, moi, j'ai vu Us et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Us, d'accord. Ah oui, dont on avait parlé dans l'émission. Oui, c'est pour ça que je dis rien de plus, parce que vous en avez déjà parlé. D'accord. Non, on était un peu plus mitigé pour certains d'entre nous, mais moi j'ai bien pas aimé, pour tous. voilà. Eh bien, comme quoi, chacun a des défauts. Non, mais il y a une coalition entre vous là. Je entre rigole. moi, ça va pas du tout. Bah non, je rigole, Louise. Ça vient de la bouche de quelqu'un qui a fait l'intro de Paula, alors t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Allez, bam, un point pour Elsa, là, moi je lui donne. Ça va rester dans les annales des pires intros. Un mini-jeu, je vous propose un mini-jeux pour gagner des points. Justement, on reprend ce petit combat. J'ai piqué l'idée à Burger Quiz, c'est assumé. Merci du coup à Alain Chabat et aux auteurs de Burger Quiz. C'est moi qui ai écrit les questions, mais j'ai piqué l'idée originale. Qui est donc, je vais vous résumer une histoire qui mélange 2 films et vous allez devoir me dire quels sont ces 2 films. Par exemple, si je vous dis c'est l'histoire d'un... bon, on va faire directement... T'as pas lu là, tu l'as pas eu. J'ai pas d'exemple, donc on va faire directement coup, le premier. Par équipe, on répond comment? Ouais, c'est par équipe. Donc Elsa avec Florian, vous dites G dès que vous avez les 2 films. Donc Elsa, Florian contre Louise, Paula.
premier film, premier 2 films du coup. Il me semble, alors je crois que c'est un film avec 2 mecs, ils ont des lunettes noires et ils combattent des méchants. Et il y en a un d'ailleurs, il y a un méchant qui a un rire hyper chelou qui a ce rire là. Et qui a pas de nez. Alors je crois que c'est. Ouais, Elsa, vas-y. Alors, Men in Black et Harry Potter. Tout à fait, Men in Black. Bravo Elsa, bravo. Ouais, j'avais Men in Black, moi j'attendais le rire. Est-ce qu'on a le droit de t'interrompre ou pas parce que oui, si vous l'avez avant la fin. C'était le rire de qui, mais pardon? T'avais déjà avant d'entendre le rire? Franchement, de Voldemort. Franchement, je voulais le tenter, mais c'était. Mais il n'y a pas que Florian qui est mentaliste finalement. Faut être sûr du coup, faut être sûr de ton coup quand même. Ouais. Alors, prochaine histoire, il doit y avoir une couille un peu quand je réfléchis à cette histoire-là, parce que ça me semble peu probable. Genre, c'est un professeur, il est paléontologue ou non, peut-être pas paléontologue, genre archéologue, et ça se termine en hog quoi. Et il doit être un peu sadomaso parce qu'il a toujours Jurassic Park et 50 Shades of Grey. Ouais. Non, je vais dire pareil. Indiana Jones. Non, c'est pas ça. Il doit être un peu sadomaso parce qu'il se sépare jamais de son lasso et. Non, vas-y. j'ai plus en fait. Si. Bah non, mais juste j'ai pas le Indiana deuxième. Jones. Vas-y. Indiana Jones et 50 Shades of Grey. Non. Non, mais attends, il y en a pas la deuxième histoire encore. C'est Il y a ça, pas tout encore à la fait. Pour deuxième l'instant, je suis histoire, juste c'est sur le ça. premier. Moi, j'étais la première à dire Indiana Jones. Et il a son. Ouais, mais t'as pas dit, tu l'as dit un peu bizarre. Bon, Ok, Elsa, on y va. Oui. Tu vas perdre un point là. Donc, avec son lasso, tout ça, mais là où je me dis qu'il y a un problème, c'est que sa mère le laisse tout seul chez lui. Home Alone. Indiana Jones et Home Alone. Il faut dire j'ai. J'ai levé la main. Moi je l'accorde tout à fait. Home Alone qui s'appelle Maman j'ai raté l'avion. C'est plus rapide en anglais donc. Elle avait pas le temps. Voilà donc j'ai levé la main. C'était Indiana Jones 3 plus précisément, ce que j'ai dire qu'il vole le Graal chez lui. C'est vrai. Histoire 3ème. Alors là c'est pas mieux parce qu'il me semble que c'est l'histoire d'une femme de ménage qui est amie avec des souris. Donc déjà c'est très peu probable. Et en plus quand elle ramasse la poussière elle la donne à un mec qui doit avoir 75 ans mais en fait il en paraît 10. Et le gars il enlève des enfants. J'ai Benjamin Button et Cendrillon. Non, le gars il enlève des enfants pour l'amener au-delà des étoiles. Oui. Peter Pan et Cendrillon. Et Cendrillon, tout à fait. Une trop bonne team. 4ème point. Il y a combien? Bravo. Là on est à 5 pour vous, Florian et 2 pour nous. Et Elsa Non, et 4. ouais. 4. Oh là là, incroyable. Ça se rattrape. L'avant-dernier c'est celui-là, c'est l'histoire d'un mec qui me semble pas très malin, mais il a l'air sympa par contre. Il est sur son banc à raconter sa vie, il a dans les mains une boîte avec des petites créatures dedans. Et le gars il raconte à la vieille à côté que s'il les nourrit après minuit ça devient des... C'est les Forrest Gump et Gremlins. Tout à fait, Forrest Gump et Gremlins. 5-5, on est à égalité. On est beaucoup trop doués. Pour ce mini-jeu, ce sera le dernier. C'est l'histoire d'une femme qui se balade dans les airs avec son parapluie. Bon, jusque-là, c'est pas très logique, mais en plus, elle a un sac avec plein de trucs dedans. Elle a des crèmes brûlées, des photomatons, des nains de jardin. Oui. Mary Poppins et Joséphine Ange Gardien. Non, Mary Poppins et Amélie Poulain. Oui, c'est ça. Oh, bien joué. Ça marchait pas ma blague là? Oui, c'est ça. Bah oui. Ah, c'était drôle. Franchement, c'est quoi? Non, mais tu fais semblant, Florian. Non, c'est pas vrai. Imagine Mary Poppins jouée par Mimi Mati, s'il te plaît. Tu vois, t'as rigolé. Mais c'est ça la blague. Mais oui. Non, mais je c'était n'accorde elle a pas. plein de trucs dans son sac. Attends, moi on m'accorde pas des points quand je fais des blagues bien. Non, je n'accorde pas ce point-là, Elsa, désolé. J'ai mis en danger pour faire cette blague. Bah n'empêche qu'on a plus de points que vous. Un point d'avance, 6-5 pour Elsa, pour l'équipe d'Elsa et Florian. Je te dis, moi je lâcherai pas d'anecdote. C'est mort. Pas là. Hein. Mais vous allez pouvoir vous rattraper, puisque là déjà, juste avant, on va voir un peu l'avis, les goûts des chroniqueurs. Parce qu'on ne vous connaît pas si bien finalement, chers chroniqueurs. Oh. Et d'ailleurs, voyons en premier le film qui vous a le plus fait pleurer. Dites-moi, Elsa, on va commencer avec toi. Quel est le film qui t'a le plus Alors fait moi, pleurer? c'est la deuxième fois en fait quand j'ai vu le film que là en fait tout le sens du film a pris son impact et là j'ai pleuré à la fin. C'est Premier Contact de Denis Villeneuve où en fait tout le film est très clairement construit pour amener à cette fin absolument magnifique sur un dialogue. En apothéose. Sur une voix off d'Amy Adams absolument incroyable. C'est vrai que c'est très très beau. Magnifique avec la musique de Max Richter. Ouais. Max Richter. Exactement. Mais vraiment, je t'ai contaminé. Mon micro bug, je crois. Et du coup, qui est pas vraiment original, mais quand même dans le film ça marche super bien, c'est magnifique. La spécialiste des larmes, Louise, as-tu pleuré devant oui, Premier alors Contact? il me semble que j'avais pleuré. Je suis plus bien sûre parce que je pleure souvent, mais c'est pas le film qui t'a le plus fait pleurer. Non, le film qui m'a fait le plus pleurer. Attendez, j'arrive pas à lire. Ça te fera pleurer rien qu'en le disant. Pleurer le plus. Ouais, bon, je sais plus. Ah non, mais ça va. Hein. Mais alors qu'est-ce que c'est? Elle entretient un suspense sur ses larmes. Philadelphia avec Tom Hanks. Ah oui. En particulier une scène, mais je vais pas vous la dire parce que ça va spoiler.
spoiler, mais il y a une scène Ceux en qui particulier pour wink wink les gens qui l'ont vu. Moi je l'ai vu, mais alors ça me dit rien du tout. Hein. Bah, une scène où Tom Hanks est filmé en contre-plongée, il me semble, et il parle longtemps, un long monologue. Alors, on laissera découvrir cette scène-là. Est-ce que tu l'as ou pas? Non, mais c'était uniquement pour toi. Est-ce que tu as la scène en question? Je l'ai vu et je l'ai pas, je crois. Bon, bah voilà, bah c'est bien, je pleure souvent. Paula, justement, toi, quel est le film qui t'a le plus fait pleurer? Alors moi, deux choses. Enfant, c'était Petit Pied, ou Le Petit Dinosaure, je crois que ça devait je crois que c'est ça, oui. Dinosaure. Et moi, vraiment, le moment où on comprend que sa maman est morte et qu'il doit se débrouiller toute seule, mais alors là, c'était fini pour moi, quoi. Genre, je pleurais jusqu'à la fin du film, en fait. Ça n'était pas... Genre, il y avait 5 minutes où ça allait bien, puis après, genre, pendant 1 heure, je pleurais. Donc, mes parents étaient très partagés de me laisser toute seule devant la télé avec ce film-là. Et sinon, un film qui m'a fait pleurer en étant plus grande, c'est Boyhood de Richard Linklater. Parce que je trouve ça, d'une délicatesse incroyable. Et pour autant, c'est pas si triste que ça, mais juste j'ai trouvé ça tellement beau que ça m'a fait pleurer. Voilà. Tu étais conquise. Florian, toi, quel est... Moi, je vais être hyper classique et hyper banal à côté de vous. Vous tous, mais moi c'est Titanic, voilà. Titanic, simple efficace. Oui, quoi. simple efficace. Voilà, si on a envie de passer une bonne soirée de chialade avec un pot d'agendas et toi, tu voulais pas qu'il meure. Et un plaid. Ah mais non, mais moi je voulais le happy end. Et puis on sait tous qu'il y avait de la place sur cette putain de planche. Mais c'est pour l'histoire, il fallait qu'il meure pour Rose vive d'elle-même. J'en ai rien à faire. Il monte sur la planche. Moi je pense qu'on aurait oublié cette histoire s'il avait survécu. Donc finalement, heureusement, on adore les gens qui crèvent. Je suis pas sûre. Je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Ah ouais, tu penses non mais moi je suis d'accord avec elle. On débat toujours de ce film. Moi en ce qui me concerne, je pleure pas beaucoup devant les films. Du coup, c'est quand même assez triste léger. Vie. Non, moi je suis d'accord que c'est mieux de pleurer, c'est se dire qu'il y a vraiment des émotions. Il comprend pas pourquoi il pleure pas d'ailleurs. Il y a le film Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona qui est un très beau film que je vous conseille, qui est très triste. Je suis allé le voir dans une salle où tout le monde pleurait et c'était au moment de janvier, donc j'avais à côté de moi c'est pour ça que j'ai eu du mal à pleurer aussi, j'avais à côté de moi une spectatrice qui était en train de pleurer et en même temps de se moucher. Du coup il y a son nez qui arrêtait pas de couler, donc elle passait son temps à pleurer et à se moucher. Elle faisait un bruit. Te moque pas. Non mais elle faisait un tel bruit que j'arrivais pas à me concentrer sur le drame du film, donc c'est aussi pour ça que voilà, c'était compliqué. Et Interstellar, je dirais que c'est quand même un film qui est très émouvant. Il y a 2 séquences clés à la fin et au début, au milieu, qui sont quand même très très fortes et qui sont... Le mec peut nous donner le timing, tu sais, à 47 minutes 13 1h07 il me semble la première, et puis la deuxième ça doit être à 2h40 à peu près, 2h35 je pense. Tu fais vraiment très très peur. Je fais très peur actuellement. Ouais, excusez-moi d'être spécialiste. Quel est le film qui vous motive le plus? Tiens Louise, justement. Attends, je l'ai plus. Ah bah alors Florian, quel est le film moi, je m'en suis souvenu. À chaque fois que tu vois ce film là t'es motivé, t'es content? Ouais, alors non, pas vraiment, mais j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question, mais le film qui me motive le plus ce serait Imitation Game. Donc voilà, ça peut paraître très bizarre, mais... le biopic sur Alan Turing. Exactement, je suis assez fan du personnage. Je trouve que son histoire est assez folle, que c'est lui qui a enclenché tout le processus qui a amené à la fin de la guerre. Et il y a une scène avec Benedict Cumberbatch qui joue ce personnage qui est assez dingue quand il comprend où est leur erreur depuis plusieurs mois. J'ai compris où est son nez. Où est son erreur. On arrête. Quand il comprend où est son nez. Merde, mais il était là depuis le début. Désolé. Quand il comprend où est son erreur. Oui. En même temps tu fais bien la liaison, excuse-nous hein. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'il parvient à décrypter le code de la machine Enigma. Je sais pas, je trouve que moi, ça donne de l'énergie. Moi je te rejoindrais pour ce film là, peut-être pas pour motivant, mais moi j'aime pas trop les biopics parce que je trouve que c'est très proche du réel, et j'adore Imitation Game, et je crois que c'est parce que c'est le biopic le moins proche de la réalité. J'avais vu un article qui analysait, du coup celui-là apparemment est quand même assez loin de la réalité, et moi c'est peut-être pour ça que ça m'a le plus plu. Elsa, toi, quel est le film qui te motive le plus? Elle est encore en train de rire. Oui, je rigole toute seule. Voilà. Non, moi c'est Wonder Woman, mais surtout la scène des tranchées dans Wonder Woman, au moment où elle traverse le No Man's Land, là, alors qui peut paraître très kitsch, mais qui à la fois est quand même très forte cette scène. Du coup, ça me motive. Elsa, passion DC Comics, Aquaman, Wonder Woman, c'est quand même des goûts étonnants.
Oui, non, mais il en faut pour tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Oui, tout à fait. Donc toi, t'es motivé par Wonder Woman. Toi, Louise, est-ce que c'est le cas? Vous avez l'impression que vos films qui motivent, ils sont bizarres, mais le mien, moi, c'est Evil Dead 2. On est sur un film d'horreur. Explique-nous, là, vraiment. Mais il est très drôle, Evil Dead 2, mais moi, j'ai un petit problème avec les films d'horreur, chacun le sait. Et je sais pas, quand j'ai un petit coup de mou, je me mets Evil Dead 2, c'est rigolo, il y a du sang partout, je passe un bon moment. Alors, avant, je la présentais comme une psychopathe, on me disait bah non, faut pas, tout ça. Mais non, mais il est vraiment très drôle, vous l'avez vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Mais regardez-le, il est vraiment très rigolo. En fait, c'est un remake du premier qui est très sérieux et qui est très sérieux. C'est vraiment le truc classique du groupe de potes qui va dans une cabane dans les bois. Et là, c'est le remake où vraiment ça part dans tous les sens, il y a des objets qui se mettent à rigoler. Ah bon? Oui, vraiment. C'est marrant. Oui, il y a des objets qui. Non, mais vraiment, c'est complètement barré et c'est ça qui est trop cool. Enfin, c'est ce que j'aime, moi. Paula, toi, quel est le film qui te motive? Mulan, toujours. Mulan. Ah oui, d'accord, on est simple, efficace. Mais oui, mais enfin, désolé, mais elle sauve la Chine en fait. Donc tu vois, moi à partir de tu vois, voilà. S'il y avait pas Mulan, la Chine. Désolé, tu vois. Mais... Non, mais tu vois, enfin, c'est terrible le moment où elle vient quand même de sauver Chang d'une avalanche et genre elle a buté en fait quasiment toute l'armée des Huns hein, et elle s'est pris un coup de dague dans le bide et là on lui dit non mais en fait t'es une femme alors du coup t'as pas le droit d'être dans l'armée et genre je te tue pas parce que je suis un mec sympa tu vois et genre là moi là je suis en mode genre mais non tu vois, genre, je m'énerve. Tu vois, genre, je m'agace toute seule. Et genre, voilà, quand elle sauve la Chine en un quart d'heure, après, moi, je suis très, très heureuse. Mais d'ailleurs, Paula a prévu de sauver le Tibet. Voilà. Pourquoi le Tibet? Parce que comme persécuté par la Chine. Et non, mais comme Dale Cooper dans Twin politique, Peaks, j'aime bien. C'est pour ça. D'accord. Quel est le film qui vous a le plus perturbé? Oula, Elsa, oui. Oui, perturbé, ça peut être dans le sens. Mais moi, en fait, c'est toujours le même qui revient, mais Requiem for a Dream, il m'a marqué pour la vie parce qu'en fait, je l'ai regardé, j'avoue, j'étais jeune, genre j'avais 13 ans, et cette scène de fin. Moi, d'un coup, je me suis dit, ça existe dans la vie, et voilà. Et moi, je l'ai pas vu parce qu'on m'a toujours dit que c'était effectivement très perturbant. C'est perturbant. En fait, le film est vraiment crescendo dans les enfers, et à la fin, tu sors et t'es dehors et tu dis, quel est le sens de la vie? Voilà. Tu te dis que dans le fond du fond, il n'y a pas de fond, quoi. Voilà, là, c'est vraiment c'est l'enfer. Pour reprendre c'est une réplique de Victoria, je précise le film, ça ne vient pas de moi. Florian, quel est le film qui t'a le plus perturbé? La tête de Florian. T'as regardé en mode oula. Pourquoi il a dit ça? J'ai essayé de comprendre ce qu'il était en train de dire, j'ai lâché l'affaire. Il faut. Alors, perturbé. Oui. Perturbé. Non, c'est le P qui était un peu, mais. D'accord, ok, pardon. Perturbé, il y a plusieurs façons de l'entendre, et moi, je vous dirais que c'est Toy Story. D'accord. Pourquoi Toy Story? Bien. Le non, gars, mais je veux m'expliquer. Je veux m'expliquer. Pourquoi perturbé? 3 mois après, il était toujours en train d'essayer de parler à ses joueurs en disant pourquoi tu bouges pas? C'est ça? Je l'ai fait enfant. Je le faisais enfant. Alors, dis-toi que je vais faire tout de suite l'anecdote gênante pour le. Si jamais on perd. On en veut une deuxième. Très bien, ok. Bon. Quand j'ai vu Toy Story, j'étais donc très jeune, je sais pas quel âge je pouvais avoir, moins de 10 ans. J'avais des jouets dans ma chambre et pendant longtemps, après ce film, je jouais avec mes jouets, ouais tiens comme ça. J'avais un de mes jouets qui était le chef des jouets de ma chambre, comme Woody. Et quand je sortais, je fermais la porte. Peut-être que mes parents vont apprendre ça si jamais ils écoutent l'émission. Je laissais fermer, j'attendais 3 secondes et j'ouvrais à la volée. Je faisais ouais. Mais faites bien gaffe quand même parce que un jour je vous aurai. Et je refermais, ouais. Mais ça, c'est un truc de gosse. Moi, je faisais la même chose. Je pense qu'on peut parler de perturbation à partir de ce moment-là. Ah oui, j'ai l'impression que ça t'a perturbé aussi. Voilà. Mais j'ai adoré. Toi, Louise, toi qui te motive de voir Evil Dead 2, qu'est-ce qui a bien pu te perturber alors? Maniac, le film Maniac avec Elijah Wood. Paula, tu peux me corriger? Elijah, je crois. Elijah Wood. Ça va, Elijah. C'est si doux quand toi tu le dis. Je crois. Non, je suis pas sûre. Et bah, ça m'a traumatisée. C'était horrible. Je l'ai vu jeune. Je l'ai vu à 13-14 ans. Ouais, enfin, si c'est jeune quand même, je réalise. C'est quand même prendre à la première personne et en vue subjective le tueur. Bon, qui tue des gens, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, c'était horrible, je l'ai même pas fini et ça m'a, même encore maintenant, ça me hante. Donc vraiment, donc full trauma. Donc je ne veux pas en parler plus. Je sais bien. D'un coup. Paula, toi. Écoute, Elsa, ça va bien 2 minutes. Hein. Paula, toi, qu'est-ce qui t'a perturbé? Moi, c'était Mother de d'Aronofsky aussi. Donc décidément, c'est très perturbant pour tout le monde, Aronofsky. Non, moi, c'est en fait ce film-là. Il y a toute une partie, toute la fin, en fait, ça m'a un peu saoulée. Enfin, je trouvais ça un peu too much, en fait.
fait, mais le sentiment d'invasion dans la maison, dans l'espace personnel, mais j'ai rarement été aussi mal que ça devant un film, mais c'est terrible. C'est atrocement bien mis en scène, mais en fait ça m'a vraiment perturbée parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir les inconnus chez moi en même temps que je regardais le film. Les inconnus, c'est-à-dire campant. J'allais dire putain. Là j'adorerais. J'accorde un point pour cette blague. Les trois frères donc. Voilà, c'est ça. Sans patate, très bien. Moi j'aimerais bien. Vous égalisez. T'es tellement énorme. Moi, je vais te rejoindre avec Darren Aronofsky, puisque moi il y a Pi, on fait toute la carrière de Darren Aronofsky dans les films qui nous ont perturbés, mais Pi, j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là. C'est un film qui m'a donné mal à la tête et que j'ai vraiment j'ai pas trop aimé, j'ai pas compris, j'ai pas adhéré, voilà. Et sinon il y avait un autre film, Funny Games de Michael Haneke, que je trouve pourquoi il rigole? Pardon, c'est la prononciation de Haneke. Haneke, je sais pas. C'est très bien. Que je trouve pas appréciable. C'est pas un film que t'aimes regarder. Non, là c'est pas le Evil Dead que. Oui, c'est pas un film qui me motive. Pour le coup, c'est pas un film qui me motive. Et voilà, donc ouais, je dirais ces deux-là. Avant-dernière catégorie, le film que personne ne connaît et que vous conseillez, Elsa. Alors du coup, là, vu que récemment, il y a eu un peu l'élévation des deux stars, Rami Malek et Brie Larson, moi je les avais découverts dans un film qui s'appelait Short Term 12. Je sais pas le titre en français, mais il n'est pas sorti en France. Et en fait, ça raconte l'histoire d'éducateurs dans un centre où les enfants sont placés là parce qu'ils sont enlevés de leurs parents pas à cause de maltraitance, etc. Et ça raconte en fait toute la vie au sein de ce centre. Et c'est vraiment, on a pu découvrir le potentiel de ces acteurs au travers de ce film. Et du coup, je le recommande vraiment si vous voulez C'est un film vraiment sérieux, indépendant. Et du coup, c'est un peu l'état brut, quoi. Un film qu'on ne connaît pas assez pour toi. Voilà. Florian, toi, pour quel film ne connaît-on pas assez? Eh ben, je ne sais pas si vous le connaissez parce que vous êtes quand même des puits de science en termes de cinéma. Mais il nous flatte depuis le début. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de point de flattage. Non, mais c'est pas pour du flattage. Vous connaissez... On dit flatterie, allez. Vous connaissez plein de choses. J'ai le droit à un point, Aurélien. Non. C'est un film qui s'appelle 500 jours ensemble. 500 Days of Summer. Bon bah voilà, vous le connaissez. La chialade, encore. Voilà. Qui pour moi, et on parlait de Mon Inconnu tout à l'heure, qui pour moi est la meilleure comédie romantique ever, qui est mon film préféré. Et tout le monde ne le connaît pas. C'est un film de Mark Webb avec Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Où donc on suit 500 jours de la vie d'un couple, du premier jour où ils se rencontrent jusqu'au 500e, où voilà, vous découvrirez ce qui se passe. Et on va et on vient à l'intérieur de ces 500 jours. C'est pas linéaire. On passe d'un moment où tout va très bien entre eux à un moment donné dans un couple où ça va un petit peu moins bien pour différentes raisons, et le film va et vient comme ça, ce qui fait qu'on peut passer d'un moment hyper triste ou hyper glauque ou hyper violent et revenir à un autre moment de l'histoire où c'est hyper joyeux. C'est fait magnifiquement bien, on comprend tout, c'est super, il faut le voir, il faut l'aimer, il faut le regarder. Voilà. Paula, toi, que conseilles-tu? Moi, c'est un film de Tony Kaye qui s'appelle Detachment, et c'est sur un professeur en fait de littérature aux États-Unis. Je crois qu'il est dans la banlieue de New York ou quelque chose comme ça, mais vraiment, il est dans un lycée en fait, et il est face à des élèves qui ne sont pas intéressés. Et il traverse sa vie en fait. Et j'ai trouvé ça terriblement juste sur l'état de l'enseignement, que ce soit aux États-Unis comme en France. Et en fait, ce professeur rencontre une jeune fille qui est complètement écorchée vive, quoi. Elle a pas de chez elle, elle est complètement perdue. Et en fait, ça va lui rebooster son quotidien et il va la prendre complètement en charge. D'accord. Voilà. Bah effectivement, c'est un film qu'on ne connaît pas. Bah, moi, ça me dit absolument rien. Je conseille de toute urgence avec Adrienne Brody, et c'est spectaculaire. J'ai adoré. Louise, toi, que conseilles-tu? Moi, on va aller jusqu'au bout. De quoi je vais parler? De films d'horreur. Yes. Alors, j'en avais mis plusieurs, mais comme j'ai le temps de parole limité, je vais me calmer. Je vous conseillerais L'Exorciste 3. Qui n'est pas estimé à sa juste valeur. D'accord. C'est vrai que souvent les suites de suite... Ouais, mais au même titre que Halloween 3, qui est vraiment rigolo et on passe un bon moment. C'est vrai que toi, les films d'horreur, c'est un truc que tu trouves rigolo. Hein. Halloween 3, lequel tu parles de Gordon Green ou Non, qui est sorti en... Je vais pas te dire de bêtises, donc je vais pas... D'accord. Il n'est pas contemporain. L'Exorciste 3. Oui, donc en fait, le 2 est vraiment pas bien. Le 3 ne galera jamais le premier du nom, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des bons moments de flip, dont il y a une scène en particulier qui franchement vaut le détour, qui m'a un peu soufflé.
pendant ma jeune adolescence. Et non, l'histoire est assez intéressante et le personnage de Brad Dourif fait vraiment flipper. Donc je conseille, c'était sympa. Et j'avais mis un autre truc, j'avais mis Frayeur de Lucio Fulci, mais ça c'est parce que j'ai un petit problème avec les films italiens qui font peur, voilà. Quant à moi, je vous conseillerais Following, le suiveur de Christopher Nolan. C'est son premier film. Les gens connaissent Christopher Nolan, mais ne connaissent pas Following, qui est son premier film qui dure 1h10, qui est très très court et qui a été fait avec très très peu de budget, mais moins de $1000. Je crois que c'est vraiment un micro budget et qui est un film très réussi qui montrait vraiment ce que Christopher Nolan allait donner avec des blockbusters, mais là un film qui a rien coûté, qui est très efficace, intelligent, que je vous conseille chaudement. J'ai envie de voir ses stories Insta, Christopher Nolan. Il doit faire des trucs de ouf. J'ai pas compris. Genre avec peu de budget. Si, c'est drôle. Parce que c'est drôle. parce que non, mais arrête de vouloir sauver ton équipe. Non, si. Vous captez pas la subtilité. Non, parce que le titre du film c'est Following. J'ai toujours pas compris. Mais non, mais parce que s'il fait des trucs avec 1000 €. Ah non, c'est pas du tout pour ça. C'est pas pour ça, moi je non, c'est Following. Mais non, c'est parce déjà, qu'avec peu de budget, hein. tu viens de dire qu'avec peu de budget, ils pouvaient faire des trucs de ouf. Donc avec une story Insta, ça doit être déjà génial. C'est bon, j'ai bon Elsa. Ouais, c'est merci. tiré par les cheveux. C'est pas du tout approuvé. Je vais m'en aller. Juste vite fait sans commenter, le film qui vous fait le plus rire, Elsa. Le dîner de con. Le dîner de con, toi Florian. Mais on peut aussi le dire tournevis. Tournevis. Ah d'accord, on peut le dire tournevis. Ah ouais. D'accord. Pardon. C'est 40 ans toujours puceau. 40 ans toujours puceau. Ouais, c'est 117 les deux. Moi j'aurais dit le dîner de con ou alors Astérix Obélix. Mais je trouve que le dîner de con est plus intelligent. Dans un huis clos de faire rire comme ça, j'ai trouvé ça hyper. Ah oui, c'est vrai que c'est une pièce de théâtre à la base de Francis Huster. Tu voulais rajouter juste un non, truc juste c'était à l'époque de la promo de Re, c'était les Robins des Bois eux-mêmes via leur humour absurde qui disaient ça. Le film s'appelle Re, mais vous pouvez aussi le prononcer Tournevis. Bah, c'est les meilleurs de toute façon. Ouais. Avant le Blind Test final, parlons cinémathèque. Et en ce moment, il y a une exposition que je vous conseille de voir qui est quand Fellini rêvait de Picasso. Le mélange entre le cinéaste italien Federico Fellini et Picasso. Quand l'art rencontre le cinéma, c'est vraiment quand la peinture plutôt rencontre le cinéma. C'est une exposition originale que vous propose la Cinémathèque jusqu'au 28 juillet 2019 que je vous conseille chaudement. Et du coup, il y a des rétrospectives des films de Fellini, dont 8,5 qui sera diffusé le mercredi 8 mai à 20h. Ou un Amarcord qui sera diffusé le dimanche 21 avril, ou encore la Dolce Vita que vous pourrez voir le samedi 27 avril ou le samedi 25 mai. Toutes les dates et séances sont à retrouver sur le site de la Cinémathèque et vous pouvez dès maintenant réserver d'ailleurs vos places sur le site si vous voulez être sûr de pouvoir voir les films. On va voir maintenant, la Cinémathèque qui est notre partenaire, on va pouvoir voir qui est-ce qui a gagné le dernier concours en partenariat, donc Cinémathèque et Cinétech qui sont nos partenaires pour vous faire gagner une fois 2 places pour la Cinémathèque et un mois d'abonnement pour la Cinétech. Elsa, tu as pioché parmi ceux qui ont participé sur Facebook, Instagram ou Twitter, et qui est-ce qui a gagné ? Cécile Pagani. Cécile Pagani, nous tenterons de la contacter, nous verrons si elle nous répond déjà. Et nous lançons d'ailleurs le nouveau, parce que les gens ne répondent pas toujours. Parce qu'on est tellement fameux que les gens ne répondent pas. C'est la seule émission où nous tenterons. Hein, on a envie de vous donner des cadeaux, les mecs. Mais bon, vous êtes 20 à nous écouter, donc on fait ce qu'on peut. C'est pas facile. En fait, c'est les gens qui participent sur Twitter. J'ai l'impression que le service de communication de messages sur Twitter est trop peu connu. Et du coup, quand tu leur envoies un message, genre la communication sans envoyer des messages sur Twitter, c'est assez peu connu et du coup j'ai l'impression que les gens ne regardent pas leurs messages. D'accord. Voilà, on lance d'ailleurs le concours suivant toujours pour gagner 2 places pour la Cinémathèque et un mois d'abonnement à la Cinétech. Vous trouverez toutes les conditions de participation sur Facebook, Instagram ou Twitter. On va faire un blind test final pour voir qui est-ce qui va gagner, qui est-ce qui va perdre. Un blind test, c'est nouveau, c'est une nouvelle idée que j'ai eue, J9, écoutez, un blind test alphabétique. Vous allez me donner... alphabétique. Chacun, à votre tour, vous allez me donner une lettre de l'alphabet et je vais mettre une musique d'un film qui commence par cette lettre-là. Et vous devrez deviner. On va pas faire les 27 lettres de l'alphabet, on va en faire 26. 27. Ah oui, 27. Oh là. Le gars est perdu. Le gars est totalement perdu. Après, on me critique moi, mais ça va pas, non? Moi, j'en rajoute une. Écoutez, pour le plaisir. Oui. On est comment niveau points? Niveau point, tu veux que je te Mais t'as compté les points des blagues parce que oui, c'est ça le problème. Égalité 6-6. Non, on n'est pas assez drôle, toi et moi. Alors, pas du tout. Elsa, moi, il y a Florent qui mental. Sinon, alors, parlez pas tous. Mais elle parle trop. Je vais vous enlever des points. Je me casse si tu veux. On va pas y arriver. Elsa, quelle lettre choisis-tu dans l'alphabet qui va correspondre à une musique d'un film qui commence par cette même lettre? R.
R. Ok, bah très bien, allons sur le Attends, R. pause Aurélien, attends. Tu veux le titre du film? Oui, bah oui, tu veux quoi sinon? Ah mais je sais pas. Le compositeur, chanteur, le l'arrangeur. Non, on n'a jamais fait ça, j'ai toujours demandé le titre du film. Mais Jamais. qu'est-ce qui t'arrive? Après le silence, on se fait enculer. Ça va pas, non? C'est Pète des l'enfer. câbles. Il nous a fait une petite cocro là. Taisez-vous. Allons-y pour la première musique, tout le monde parti, bien sûr c'est elle qui a choisi de la lettre, mais donc c'est un film qui commence par un R, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est ça. J'ai. Oui. Ratatouille. Ratatouille, tout à fait. Bravo. On est dans la merde. Vraiment, Ouais. c'est chaud. Ratatouille, c'est la chanson du générique de fin, je crois, qui est chantée Oui. par Camille. Chanson suivante, bah Florian choisit une lettre de l'alphabet. C'est très F. belle. F, allons-y sur le F. Très, très, très égocentrique tout ça. Je voulais le faire au début. Je me suis dit, pour moi. je me suis dit, Allons-y, le F, c'est ce film-là. J'ai. Oui. Fantasia. Fantasia, Bravo. tout à fait. merde. Ça réégalise. Voilà, ça va être heureusement que serré. t'es là. Je l'ai eu dans la tête pendant une semaine ce truc. Ah bah là, je te le remets, je t'en prie. On est reparti. Louise, que choisis-tu comme lettre de l'alphabet? P. Partons sur le P. 3, 2, 1, c'est celle-là. J'ai. Florian. Pirates des Caraïbes. Tout à fait, Pirates des Caraïbes. Je sais pas, je tentais un C'est la truc. première fois que je vois une danse des épaules. Paula, je t'ai demandé? Non, c'est pas Non, toi non, qui. Oui, c'était je t'ai moi, pas encore. Oui, je suis bonsoir. perdu. Encore une fois. Paula, quelle lettre de l'alphabet tu choisis, toi? Q. Le Q. Partons sur le Q. Ah, le Q, bonne chance. Je crois que le Q, c'est pas évident, non? C'est parti. Bah, tu nous raconteras ça plus tard, Aurélie. Mais j'avoue, c'est un peu une lettre pourrie, ça. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi, pardon. Ah oui, les lettres pourries vont pas vous aider forcément. Hein. C'est un vieux film Non, français. mais X, hein, sinon, tant qu'on y est. C'est un vieux film français. Tout à fait, vraiment un classique du cinéma français. Dans les classiques. Je cherche un film en cul là. Du coup. Quel film en cul peux-tu trouver? Paula, tu t'es pas facilité la tâche Non, avec mais là, c'est horrible. En un fait, acteur. Paula elle veut faire perdre son équipe. C'est un film Bah, des... je vais gagner personne Tu en nous même temps. là. sabotes. C'est un film Ouh, des années allez. 50. Je cherche exactement la date pour être plus précis. Un film de 1938. C'est un Oui, peu Pas plus du tôt tout, quand même. en fait. De Marcel Carnet. Oh, Personne là. Non, laisse tomber. oh, je ma crois. culture. Le Bah, quai des... Il y a un U après le cul ou pas? J'ai une idée. Quai des Brumes. Quai des Brumes. Ah, Quai des Brumes. J'ai commencé à dire quai des. Oui, et elle l'a tu- dit, elle l'a dit. J'ai dit quai des et Il y a tu pas m'as eu de dit brume. quai des Brumes. Mais Et non, mais t'as pas. j'ai dit G et tu étais. Genre, j'ai pas eu le C'était temps. un peu timide, mais elle l'a fait. Je ne l'accorde pas. Aurélien, je demande, est-ce que tu réécoutes le truc, tu vas m'entendre dire quai des et après tu dis quai Oui. des Brumes. Non, mais j'ai entendu ton comme quai une, des- comme une Non, mais en station fait- de métro non, là. mais t'as dit que t'étais en train de deviner. Je crois que t'as dit quai des. J'ai l'impression que t'étais en train de deviner la suite. Non, mais moi, on D'où nous le fait que sabote. je ne- On nous sabote, ça va pas. Ok, aller. Elsa, quelle lettre de l'alphabet tu choisis? A. Le A. Et ben le A, c'est celui-là. Là, les gens reconnaissent mais n'identifient pas encore. Ça réfléchit beaucoup là. J'ai. Oui. Ave César. Ah non, pas avec Non. César, non. J'ai. Oui. Astérix, Mission Cléopâtre. Ah, tout à fait, Voilà. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Allez, génial. J'allais dire Cléopâtre. Florian, justement, quelle lettre choisis-tu? Le C. Le C, ce sera celui-là. J'ai. Ouais. Les choristes. Ça a été un peu long, hein. Pardon, c'est parce que Ah c'est ouais, j'avoue, il y a les choristes. Non, mais et j'ai- quai des Brumes, on n'a Non, pas mais le droit je, et tout. je hein. l'accorde parce qu'il est quand même allé assez vite. Pardon, merci. moi- Mais faut C'est parce que être- j'allais dire choriste et il y avait les, ça m'a Ah oui, perturbé une ah seconde. oui, je vous ai pas précisé que les là, du, ça ne. ça Pardon, compte je pas, m'excuse. Je porte T'inquiète, plainte. c'est pas pour toi que je râle, c'est pour Aurélien. Moi, je vais pas m'en remettre. Allez, vas-y. Moi non plus, hein. ça. Louise, Bah, c'est bon, vous avez 2 points. Ah non, 3 Bah points. non, non, on est dans la merde là, Vous vraiment. avez 3 points de retard, vous pouvez vous rattraper, Louise. E. Le E, ce sera celui-là. Ah, pas sûr qu'il soit évident celui-là. Yes. J'ai. Oui. Eternal Sunshine Ah of bah, the il est Spotless évident. Mind. Oh, c'est beau ça. Ah bah, bien joué. Bravo, félicitations. Bien joué, moi je En pensais deux pas que ce notes, serait bravo. facile. Ouais. Mais j'ai La raconté. musique Surtout de qu'il y a John eu un Bryan. peu de la voix dessus au début. Paula, justement,
quelle lettre choisis-tu? Truc facile, je sais s'il te pas, plaît. le S. Essaye le Q, je pense que tu vas l'avoir. Bah, je l'avais. Le S, Oui, ne remets pas le couteau dans la plaie. c'est celui-là, le S. Sherlock Holmes. Tout à fait, Sherlock Holmes, le premier. Putain, la vache. Allez. Oh là, wesh. Ça se rattrape. 9 à 10, ça se rattrape. Elsa. Ah, on refait un tour, ok. Bah, X. X. Non, mais non, mais non. Il y a De pas quoi beaucoup de films qui commencent par X en même temps. C'est le dernier tour, je précise. Hein. Ok. X, Elsa, tu choisis pas simple, hein, mais quoi que ça peut aller peut-être. Si ça peut J'ai aller. Oui. X-Men. Tout à fait, X-Men. En fait, j'allais dire X-Men avant, parce que le seul film que je connais, Oui. c'est X-Men. Non, il y en avait d'autres, mais j'avoue que c'était la musique, c'était le plus simple. Florian, quelle lettre choisis-tu? Le O. Le O. Si vous réussissez celui-là, vous pouvez quand même vaincre. Vous pouvez quand même Nous vaincre. Quand même, Le O, ce sera celui-là. Ouais, J'ai- 117. Oui. Voilà. Ouais, c'est 117. Moi, je dis pas G, hein, je le Bravo. cale. hein. C'est G qu'il faut, mais Ouais, c'était non, mais, Paula hein. l'avait dit, vous vous êtes bien On est en synchronisés. équipe et tout, c'est bon. Louise. Ah oui, mince, c'est Donc vrai. là, c'est 11 à 10, c'est chaud. Hein. M. Le M, ce sera celui-là. Minuit à Paris. Oui, tout à fait. Oh, ça c'est bon. 11-11, on est sur... Alors là, en plus, c'est... Final. Alors là, Paula, c'est à toi de Ouais. choisir la dernière lettre. Alors. Choisis bien. Le Q. Ça va, Qu'a des problèmes, bordel. ça va déterminer la Ouais. victoire. Il faut Tu choisir. sens hein. une lettre, Non, Louise, bah ou moi pas je l'ai dit au pif. Bah, Sans sauf lettre. les lettres un peu nulles, comme Je tu as sais pas, l'habitude de les genre, donner. je Allez, dirais choisis. le T. Le T. Ah ouais, le T. Eh ben, Oh le non. T. Non, je sais pas, le T, c'est celui-là. Peut-être que ce ne sera pas si dur. J'ai Oui. Terminator. Terminator, tout à fait pour le T. Oh non, putain. Bravo, C'est- Elsa. Ah bah dis donc, c'est la victoire d'Elsa Non, attendez, et est-ce qu'on Florian. peut rétablir la vérité? L'émission que tu as sabotée, c'est nous qui avons gagné. Hein. La que j'ai saboté, c'est la dernière émission que nous n'avons pas pu diffuser. Oui, bah on avait gagné. Vous Donc, avez- tout à fait. C'est et vrai. là, Quai des Brumes. Elsa hein. pourra peut-être nous raconter une petite Oh non, non, anecdote. Oh si, tellement. oui. Non, Elsa, t'en as une qui est très drôle que tu peux raconter. Mais après, attends, déjà, elles vont raconter leurs anecdotes. C'est l'anecdote bonus. En Bon, fait. je vous laisse réfléchir pendant qu'Elsa nous raconte son Ah oui, anecdote. d'accord, que- donc en fait, je suis la pub. Moi, ok. Bah non, je suis la pub. J'ai cru que ça allait plus mal finir Si que. tu veux, Beu. j'ai une anecdote, Aurélien, si tu veux. Un peu aussi. Alors, allons-y, Paula. C'est censé être un moment gênant, c'est ça? Une anecdote Ouais. gênante, tout à fait. Oh, Voilà, putain, mais j'en ai bon. beaucoup. hein. Eh ben, c'était un jour en fait où j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles et c'était en Cagne. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une année très importante où il faut surtout pas sécher des cours. Sauf que moi c'était un jeudi matin, j'avais pas envie d'y aller et c'était 2 heures de philo et j'y suis pas allée. Et en fait, j'ai attendu. En fait, on avait cours dans la même salle juste après. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, il y a l'entrée principale de la salle, il y a la petite porte de derrière. Donc, moi, je vais attendre juste par la petite porte de derrière et je vais me glisser comme un petit lutin malicieux à la pause. Personne va me voir et ça ira très bien. Sauf qu'en fait, à la pause, le prof a décidé, pour une raison qui m'échappe aujourd'hui encore, de passer par la porte de derrière et on s'est retrouvé dans un face-à-face absolument gênant où en fait, il m'a regardé, il m'a dit, bah alors, on vient pas au cours? Et moi j'ai souri et j'ai rien répondu en fait et il est parti, il m'a dit bonne journée, j'ai dit bonne journée et voilà et j'ai eu envie de disparaître vraiment de la Mourir, surface voilà. de la terre. Bah, Voilà. Belle anecdote, Louise. Est-ce que Mais t'en as une? elles sont super mignonnes vos anecdotes parce que moi j'en ai Bah, des tu peux super y aller honteux. plus fort, hein. Vas-y. Je vois ton Oh, regard. bah moi j'aime ça, dès que c'est hyper un heureux. peu honteux. Non, mais moi c'est souvent des looses au collège où je passais mon temps à me casser la gueule ou à me prendre des murs. C'est pas une anecdote ça. Bah si, il y a une anecdote où... Ah. Bah alors moi je viens de Picardie, voilà, comme chacun le sait, n'est-ce pas? C'est faux. Et bah je sortie scolaire au Louvre. Et en fait c'était un jour très pluvieux, tu le sens venir ou pas? Parce que moi je le raconte, je le sens, tu vois. C'était ça la Joconde alors. Oh mon dieu. C'est une blague. Mais en fait en vrai, je sais que je vais foirer la chute. Il Je sais pas y a raconter plus de les pont à Elsa. Genre, Tu vas arrêter les blagues de merde. Je t'en prie, Louise.
Excuse-moi, j'arrive. Moi, je trouve que c'était ça la Joconde. C'est une bonne vanne. Non mais Florian comprend mes Oui, vannes. tu peux commencer un one man avec ça. Non, Est-ce que tu peux expliquer la vanne? Non, mais le timing n'était pas. Non, vas-y, Pardon, Louise. Tu m'expliqueras plus tard. Alors, Louise. T'étais pas assez incisive, t'es pas allé. Allons-y, Louise. Du coup, jour très pluvieux. Merde, du coup, je pensais que vous alliez. Non, Louise. Jour très pluvieux, et du coup, on arrive devant le Louvre et c'est pavé. Vous savez, c'est pavé devant le Louvre. Tout à fait, oui. On habite à Paris, donc on sait. On sait, oui. Et en fait, tout le monde traverse et tout le monde saute la flaque, tu vois. tout le monde saute par-dessus. Bon, easy, tu vois, parce que tout le monde n'est pas aussi con que moi, tu vois. Et moi, je saute, mais j'ai sauté dedans. Je me suis éclaté la gueule dans cette flaque. Vraiment. Et j'ai fini ma journée au Louvre, détrempée de la tête aux pieds, mais vraiment de la tête aux pieds, avec de la boue partout sur moi. D'accord. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule toute la journée, voilà. Je me passais un excellent moment. Donc voilà, mon collège c'était ça, m'exploser la gueule dans les flaques. Si tu veux, j'ai une anecdote aussi. Allez, si je vais partager votre souffrance aussi. Mais à propos de ça aussi, c'était dans un voyage scolaire. On était, je sais plus, en Italie et j'étais en 5e, un truc comme ça. Fameuse, s'il te plaît. Non, c'est pas. non, c'est pas ça. Non, je ne vous raconterai pas celle-là. Et donc, il y avait la mer et je sais pas, c'était une pause. On s'amusait à jouer, tu sais, la mer quand elle recule et qu'elle avance comme ça avec des vagues plus ou moins grandes et on faisait ça. Oui, la mer quoi finalement. Ouais, finalement. non mais tu te prends un peu les vagues dessus, genre tu te prends quelques gouttes tout ça puis tu recules, la tu mer, t'avances ouais. et à un moment tout le monde a arrêté et moi j'y vais du coup parce que je vois une grosse vague, je me dis allons-y. la vague était tellement grosse qu'elle m'a submergé. Et je me suis retrouvé trempé, je suis ravie trempé que pendant les ce mêmes voyage. anecdotes que moi. Oui, c'est vrai que c'est pas si loin. Mais moi, ça, j'en ai beaucoup en stock. mais J'en ai pris une parmi tant d'autres parce que. Mais c'était ça la Joconde. Oui, c'est bien sûr. Elsa, explique s'il te plaît, je peux pas comprendre. Bah non, mais ça insinuait le fait qu'il s'était passé quelque chose avec la Joconde. Je sais pas, quelqu'un. D'accord. Libre à cours à Non, j'ai l'imagination. juste dit que j'allais au Louvre, c'est pour ça. Non, mais pas est-ce que tu veux nous raconter ton Mais anecdote? est-ce qu'après avoir pas fait cette obligé, émission, t'es pas j'ai fait un obligé. nombre de blagues de merde assez incroyable? J'ai besoin de raconter une anecdote pour qu'on se Mais oui, foute de s'il ma te gueule. plaît, mais elle est fabuleuse, mais on Oui, s'en fout. non, on s'en c'est fout. Non, mais parce que d'accord. Non, Humiliation de collège que je viens de raconter Ok, là. Tu ok. peux y aller, Moi tu aussi. sais. En fait, Voilà, donc tu peux y aller. voilà, quand on est étudiante, on croit qu'on a de la discipline pour se lever le matin. C'en est une autre. Je raconte pas là. C'est une exclue. C'est une exclue. Ah bah c'est encore meilleur. Vas-y. On croit qu'on a de la discipline pour se lever le matin, pour réviser, donc on met son alarme sur son portable, qu'on dort avec, quoi. Et en fait, bien sûr, le matin sonne. Je dis non, je me lève pas. Du coup, j'ai Le matin sonne. J'imagine le soleil qui sonne. C'est le matin. Sonne à la porte. L'alarme sonne, pardon. J'éteins mon portable et je dis bon encore 5 minutes. Donc en fait, Elsa, elle vit dans les Télétubbies. Elle voit le petit soleil qui l'arrive. arrêtez. Désolé. Oh là là, vous êtes Donc l'enfer. allô, sérieux. Non, mais c'est sympa, c'est fleuri hein, chez toi. Les anecdotes d'Elsa, c'est les meilleures. Donc le réveil sonne. Oui, et matin. je décide de voilà 5 minutes, les 5 minutes légendaires de tout le temps. Du coup, je pose le portable sur mon ventre et je me rendors et je verrouille pas le portable en fait. Et genre, je me réveille 2 heures plus tard et là, je vois que je suis en live Facebook. Et je vous assure que jamais de ma vie je me suis réveillée aussi vite en mode what the fuck is going on là. Du coup je regarde le live, du coup j'éteins vite le live et je fais bon ok. Alors du coup je pars en quête de savoir ce qui s'est passé parce que du coup j'envoie 2-3 messages à des amis, mais bon comme je disais mes amis Facebook ne m'aiment pas assez pour regarder mes lives et heureusement pour cette fois-ci. Et du coup, j'envoie, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, ils m'ont dit ah mais en fait, bon, heureusement, il avait été volé et tout, mais en fait, on t'entendait ronfler quoi. Et j'ai un message de ma tante qui me fait ça va Elsa, ton live il est bizarre. Voilà. Donc c'était tout noir en fait. Voilà, il y a quand même eu 2 heures de live. Hein. le live d'une sieste. Écoute, c'est de l'ASMR. C'est quand même assez incroyable. Le Florian, truc indé. t'as pas une mini Ah, anecdote mais en fait, du coup, pour on a terminer? perdu, mais c'est comme si on avait gagné quoi. Ouais, Ouais, c'est à Mais peu c'est près. c'est une émission où tout le monde raconte ses Oh, anecdotes c'est ça gênantes qu'on aussi. aime. Moi, Finalement, que des brumes. Je vais être solidaire avec Louise. C'est pareil, anecdote oui. de C'est lycée. mes préférés. Temps de pause
l'après-midi, je vais dans une sorte de Fnac qui ne s'appelle pas une Fnac parce que c'est l'Auvergne, et je lis un bouquin, une BD, je sais plus. Et Axel, une de mes meilleures amies, si tu m'entends, pareil, ça l'a fait beaucoup rire à chaque fois ça, qui vient me chercher, et je sais pas comment je me mets quand je lis, je croise les jambes ou je sais pas quoi, et du coup j'ai le pied endormi. Elle m'appelle, me dit faut qu'on y aille, je sais pas, on a cours de je sais plus quoi, et j'avais pas vu l'heure passer. Je pose le livre, je me lève. Et là, j'avais le pied endormi et je m'étale de tout mon long dans la Fnac, dans une sorte de Fnac, vraiment en essayant de courir comme si j'avais les pieds. Enfin voilà. C'est pas du tout spectaculaire, ça me fait beaucoup rire. Ah là là, mais je me suis étalé de tout mon long comme une grosse, voilà, devant tout le monde dans cette espèce de Fnac. Oh ouais, mais ça c'est la routine. Hein. Mais le truc surtout, c'est que quand t'as le pied endormi, ça met un petit moment à revenir. Donc quand j'étais par terre, j'ai dû attendre un petit peu quand même. Ça a dû faire tellement mal quand le son est revenu. Ouais, c'était surtout très long. Je pense pas ça, je t'imagine juste tomber en ralenti, ça me fait beaucoup rire. Ah ouais, c'était terrible. Moi je me suis déjà pris une vitre en ralenti. Mais oh oui, s'il te plaît. Non, il faut terminer cette émission. Juste avant de terminer, je précise quand même que l'association Ciné7 organise un festival qui s'appelle La Pépinière et qui se déroule le 4 mai à l'auditorium de l'INALCO, que nous vous conseillons fortement. Il y aura des films de tous les pays de France, des films internationaux, il y aura de tout. Il y aura un jury professionnel, un jury étudiant, et ce sera fort sympa d'y aller. Non, on vous recommande chaudement, et nous y serons peut-être d'ailleurs aussi. Vivement que ça termine là, l'émission visiblement. Vivement, oui. Nous retrouverons mercredi dans 2 semaines d'ailleurs, et un énorme merci à vous tous chroniqueurs, et même à tous les chroniqueurs qui ont participé à ces 10 premières émissions et qui participeront aux prochaines. Merci évidemment dans la légende. à vous 4. Merci aux prochaines histoires ridicules que nous aurons de nos chroniqueurs. On va faire ça à chaque émission, je crois, parce que moi j'adore ça. Et voilà, et nous souhaitons aussi vous remercier, vous tous auditeurs, d'avoir été fidèles et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous sommes vraiment ravis de vous compter parmi nos auditeurs. J'en profite aussi pour remercier donc la Cinémathèque et la Cinétech, nos partenaires. Et voilà, et vous pouvez participer d'ailleurs au concours pour gagner 2 places pour la Cinémathèque et un mois d'abonnement à la Cinétech sur Facebook, Instagram ou Twitter. Je vous laisse regarder les modalités de participation sur les réseaux sociaux. On va se retrouver. Oui, Elsa, t'as quelque chose à dire? Ah non, elle lève la main, Elsa. J'ai cru que t'allais dire je vais sans plus tarder laisser de la fin aux enfants du paradis. Je vais sans plus tarder. Faire ça en mode chauffeuse de salle, tu vois. Je vais sans plus tarder laisser le mot de la fin aux enfants du paradis. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.